Bonsoir tout le monde, on est avec François Asselineau à 2 semaines de la rentrée politique pour faire un petit peu le point sur ces fameux requins qui tournent dans l'aquarium. Et l'expression requin, pourquoi on a voulu s'intéresser à ces poissons cartilagineux? C'est parce que précisément un autre officier cartilagineux, s'il en est, dont nous ne citerons pas le nom, mais qui arpente les plateaux, avait dit que, en effet, les requins tournaient dans l'aquarium, non pas parisien, mais moscovite. Alors là, encore une fois, le vrai aquarium était rue du Faubourg Saint-Honoré. Mais cet inénarrable officier général, bon, 2S, heureusement, deuxième section, ça signifie qu'il peut moins sévir, avait dit, quand on avait observé le rififi à Moscou, voilà, les requins sont dans l'aquarium, ils sentent la chair pourrie et ils tournent autour de la carcasse. Eh bien, essayons d'avoir cette grille d'analyse, encore une fois, à 2 semaines de la rentrée politique, avec peut-être une autre carcasse. Et rappelez-vous ces deux phrases. D'abord, tu trembles carcasse, d'une part, et puis cette expression faussement attribuée à Mark Twain, mais tout à fait réelle. Les politiciens sont comme les couches-culottes, il faut en changer régulièrement et pour les mêmes raisons. Je pense que le chat abondera dans notre sens. Alors justement, on avait un Macron qui pouvait envisager la possibilité de l'ombre de la velléité de briguer un troisième mandat. En tout cas, bien sûr, il ne s'est pas mouillé lui-même, mais son entourage et sa cour avaient évoqué cette idée pour tester la température de l'eau. Et vous savez que les requins sont des animaux à sang-froid, ils dépendent de la température de l'eau. Eh bien, il s'avère que la possibilité d'un troisième mandat pour Macron soit fortement compromise, c'est un euphémisme, et que, en conséquence, eh bien, dans quelques années, il faudra penser à sa succession. Et qui mieux que François Asselineau peut nous éclairer sur le sujet? François Asselineau, bonsoir. Bonsoir Idriss Aberkan, merci de me recevoir. Je suis très heureux de m'exprimer sur votre chaîne qui a un grand succès. Je vois le nombre de vos abonnés qui s'envolent. Alors nous aussi, ça monte bien, mais vous êtes très en avance sur nous. Et donc un grand bravo pour ce que vous faites. Et donc je suis heureux de me parler à toutes les personnes qui nous regardent. Voilà. Plaisir pour nous. Alors, que voulez-vous? Quelle est la première question? Eh bien, c'est vrai que la première grande question qui nous intéresse, ce sont un petit peu la liste des prétendants. Alors d'abord, le contexte. En premier lieu, pourquoi Macron serait fragilisé? C'est vrai que l'appareil politique qu'il a créé est très ad hominem, très intuitu personné, on dira plutôt. C'est-à-dire que sans Macron, on se rappelle, hein, LREM, EM et En Marche, c'était les initiales d'Emmanuel Macron. On avait eu tout un tas d'héritiers de Madison Avenue pour pondre cette idée géniale de communicant. Et sans Emmanuel Macron, En Marche n'a plus vraiment de structure. Alors aujourd'hui, c'est Renaissance, etc. Parce qu'on avait évoqué la possibilité d'un Conseil national de la résistance pendant les élections, et lui s'en est emparé pour parler d'un Conseil national de la refondation ou de la Renaissance, je ne sais plus. Et donc, sans Emmanuel Macron, il n'y a plus d'appareil de parti, je crois qu'on est tous assez d'accord. Donc, dans la course à l'échalote, là, qui se positionne et qui semblerait être le mieux positionné? Est-ce que vous pourriez déjà nous faire un petit tour d'horizon du paysage politique de cette pré-rentrée politique en France? Alors, d'abord, je pense faudrait revenir au commencement. C'est-à-dire que je pense que l'on vit, que la France, les Français, les analystes politiques vivent sur un mythe de départ. Le mythe de départ, c'est que Emmanuel Macron serait un type extrêmement intelligent, un politique né, quelqu'un qui aurait réussi, qui a un tour de force extraordinaire. C'est vrai qu'il y a eu un tour de force, ça c'est incontestable. La première fois qu'il se présente à une élection, c'est l'élection présidentielle, et il est élu à 39 ans. Ça n'avait jamais eu lieu. À partir de là, il y a eu tout un narratif qui a été élaboré sur le fait que ce type est absolument génial. Et alors, c'est accompagné, c'était le Mozart de la finance, le Jupiter, maître du temps, etc. Il se trouve que je connais un tout petit peu Macron, et puis je l'avais vu un peu à l'inspection générale des finances, et puis je connais des gens qui avaient travaillé avec lui quand il était plus jeune. En fait, ce type est très, très quelconque du point de vue intellectuel. C'est pas du tout le génie qu'on nous a présenté. C'est pas vrai. Et encore moins un génie politique. D'ailleurs, on le voit depuis qu'il est aux affaires. Il ne fait que bourde sur bourde dans tous les domaines. Absolument tous les domaines, on peut en reparler. Donc, la première chose qu'il faut avoir à l'esprit, je pense, c'est que l'élection de 2017, et je suis bien placé pour le savoir puisque j'en faisais partie, est une élection qui a été absolument extorquée aux Français. Extorquée par la mise en place de tout un appareil promotionnel d'un personnage,
tout un narratif, une captation extraordinaire des médias. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, mais je le redis, il a quand même eu 186 couvertures de magazines sur les 2 ans, de tous les magazines People, Match, Gala, Closer, Voici, etc., etc., People. Il a eu l'ensemble de l'appareil médiatique français qui s'est mis à sa disposition. Et il a eu 24-25% du temps de parole et peut-être 50% de ce qu'on appelle le temps d'antenne, c'est-à-dire les gens qui parlent de lui. Bon, moi je rappelle qu'à ce moment-là, j'avais 0,8% du temps de parole et 0% du temps d'antenne. On ne parlait jamais de moi ailleurs. Donc il y a eu une disparition. Je ne suis pas le seul d'ailleurs, hein. Il y a d'autres candidats qui ont été aussi maltraités que moi en définitive, comme par exemple, je ne sais pas, Nathalie Arthaud ou Philippe Poutou. Voilà. Donc il y a eu cette disproportion, alors qui, je pense, avait rarement été atteinte auparavant. C'est une présentation, c'est un narratif. Moi, quand j'arrivais dans un média, et rares fois, parce qu'il y avait quand même la loi qui imposait quand même que je sois reçu de temps en temps, rappelez-vous, quand j'arrivais, la première chose que l'on m'a dit sur TF1 20h, 8 millions de téléspectateurs, l'émission phare au moment de l'élection présidentielle, la toute première chose que me dit le journaliste, c'est de me demander, dire « Alors, monsieur Asselineau, on ne vous connaît pas, on dit de vous que vous êtes un complotiste et que vous voyez la CIA partout. » C'est comme ça qu'il m'a accueilli Gilles Boulot. Il faut se mettre à la place d'un peuple français qui ne savait pas qui j'étais. En revanche, quand c'était Macron, c'était « On dit de vous, vous êtes le nouveau Kennedy. Est-ce que vraiment vous allez réussir à faire ça? C'est extraordinaire. » Donc, c'est se tromper, je pense, dans l'analyse politique, de penser que Macron est un génie, et en particulier un génie politique. Non, non, c'est un type qui d'ailleurs, je pense, a fait c'est un peu comme, vous savez, les psy-op, comme on dit, les opérations psychologiques. Je pense que c'est peut-être un peu aussi comme l'a été l'affaire de la Covid, comme l'est, à mon avis, aussi en partie l'affaire du climat. C'est-à-dire, on a une espèce d'oligarchie qui tient les médias, qui essaie de voir comment elle peut conditionner la population pour obtenir le résultat qu'elle veut. Et là, je pense qu'il y a dû y avoir des gens, enfin moi j'imagine assez volontiers que peut-être des très grands financiers, je sais pas, des Georges Soros, des gens comme ça, ont pu honnêtement rigoler en se disant tiens, on va leur mettre un gamin qui a 39 ans, on va voir ce que ça va donner. Bon, voilà. Sachant que le gamin en question, évidemment, c'est comme dans le Faust de Goethe, hein, c'est-à-dire il y a le diable qui donne, je te donne le pouvoir et l'argent, mais maintenant tu m'appartiens. C'est-à-dire que je pense qu'on ne peut pas comprendre la présidence Macron si on ne comprend pas qu'en fait il est tenu par les gens qui l'ont fait élire à ce niveau. Alors ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'élection présidentielle de 2022, à mon avis, il aurait dû être jeté parce que les Français ne le supportaient déjà plus. Sauf qu'il y a eu l'affaire du confinement, puis l'affaire de l'Ukraine. Il est arrivé, il est faufilé à ce moment-là. Et évidemment, le joker habituel, c'est-à-dire l'épouvantail habituel de la famille Le Pen, avec Marine Le Pen qui se présentait, donc elle était pour la deuxième fois au deuxième tour, et elle a fait un débat avec Macron qui a été nullissime, bon, à peine mieux que celui de 2017, mais là où il aurait fallu demander à Macron devant le peuple français son bilan dans tous les domaines, à commencer par la question de dette publique. Il a endetté la France de près de 1000 milliards d'euros en quelques années, c'est-à-dire il a augmenté de 50% la dette publique de la France par rapport à ce que c'était sous Hollande, et il l'a quasiment doublé par rapport à cette époque de 2007 où la France devait avoir un endettement de l'ordre de 1200 milliards d'euros. On en est à 3000 aujourd'hui. Et à cette époque-là, en 2007, début 2007, début de Sarkozy, vous aviez François Fillon, le Premier ministre de l'époque, qui disait « Je suis à la tête d'un État en faillite ». Il a multiplié par 2 l'endettement de la France à cet égard. Et puis, cependant, que le groupe LVMH, qui est son plus gros soutien de campagne et de très loin, à lui, enfin, en particulier son propriétaire Bernard Arnault, a vu sa fortune multipliée par 4. Voilà. On pourrait d'ailleurs, alors vous avez 1000 fois raison, on apprend aujourd'hui ou ces jours-ci que la France est devenue le 3e pays au monde en nombre de millionnaires en euros. Derrière les États-Unis et la Chine, on a dépassé le Japon.
La France est un pays qui représente 0,9% de la population mondiale, et notre pays est désormais le pays au monde qui est le troisième pays après les États-Unis, 350 millions d'habitants, et la Chine, 1,4 milliard d'habitants. Mais après, il y a la France, avec ses 67 millions d'habitants, qui est en nombre de millionnaires en euros. Il y a 2,8 millions de millionnaires en euros en France. Voilà. En plus, la France est le pays au monde qui compte l'homme le plus riche du monde et la femme la plus riche du monde. Voilà. L'homme le plus riche du monde étant Bernard Arnault et la femme la plus riche du monde étant Madame Bettencourt-Meyer, l'héritière de L'Oréal. Bon. Alors, c'est vrai que de façon synthétique, quand on dit, il y a quand même un petit problème, parce qu'au même moment, on sait par les statistiques de l'INSEE qu'il y a depuis l'an 2000 à peu près une augmentation constante du nombre de pauvres en France et du nombre de très pauvres. Bon. Plus tout le reste, le sentiment, qui n'est pas seulement qu'un sentiment, le sentiment de l'effondrement de l'industrie. Moi, quand j'étais à HEC, quand j'étais étudiant à HEC dans les années 78-79, on apprenait que le PIB de la France, il y avait à peu près 38% qui était du PIB d'origine industrielle. Bon, l'industrie représentait 38% du PIB. On est tombé à 9%. On est tombé à la proportion de la Grèce. C'est-à-dire que la France est en voie de quasi-disparition de son industrie. En ce moment, on n'a jamais enregistré autant de faillites de PME et de TPE. Alors, voilà. Enfin, on pourrait donner, si vous voulez, là, je ne veux pas m'égarer parce que je voudrais revenir au fil conducteur du début. Madame Le Pen aurait pu, en 2022, c'était il y a un an, elle aurait quand même pu. Moi, si j'avais été à la place de Madame Le Pen, j'aurais, tout en gardant mon sang-froid, j'aurais demandé quand même un certain nombre de bilans à Macron. Macron a été élu. Il n'a pas eu de bilan à présenter aux Français. Les médias ont axé ça sur l'urgence de l'Ukraine, etc., les risques de guerre avec la Russie. Macron, d'ailleurs, a bénéficié d'un certain nombre d'angles morts de la Constitution française que je trouve qui devraient être absolument réparés au plus vite. Par exemple, le fait que les candidats à l'élection présidentielle devraient être connus au moins 4-5 mois, sinon 6 mois avant le scrutin. Voilà. On a une élection qui permet de faire en sorte qu'on connaisse le nom des candidats vrais qu'un mois avant le scrutin. Ce qui permet des quantités de manipulation. Par exemple, en 2021, on a vu quelqu'un comme Montebourg, qui a eu 5% de temps de parole, qui était candidat. À chaque fois, il le fait, candidat à l'élection présidentielle. Pendant que les médias donnent du temps de parole à Montebourg, comme si c'était un souverainiste, comme si vous les aimons. Pendant ce temps-là, moi, je n'avais bien entendu rien. Or, j'avais quand même plus de légitimité pour être interviewé et avoir 5% du temps de parole que Montebourg en 2021, puisque j'avais été candidat à l'élection présidentielle. Montebourg ne l'a jamais été. Bon. Donc, et évidemment, Montebourg n'a toujours pas été candidat, d'ailleurs, en 2022, mais moi, ça m'a handicapé, puisque comme je n'ai pas eu droit à une couverture, c'était plus difficile pour moi d'avoir les parrainages. Alors, de la même façon, c'est complètement anormal que le président de la République sortant puisse faire jusqu'à quasiment un mois avant l'élection, ou jusqu'à, disons, 15 jours avant le dépôt des parrainages, il puisse utiliser sa fonction présidentielle. Vous savez, c'est comme dans la fable de La Fontaine, je suis l'oiseau, vive les rats, je suis, voilà, celui qui est à la fois la chauve-souris, quoi. Donc, Macron, comme l'avait d'ailleurs fait Mitterrand en son temps, d'ailleurs, il faut le reconnaître, en 88, Macron, il a utilisé ses fonctions de président en disant, bottant toujours en touche, on ne savait pas s'il allait ou pas être candidat. Tout le monde savait qu'il allait l'être, enfin tout le monde dans le Landerneau, mais on a maintenu ça. Et comme il y avait cette fiction qu'il ne serait pas forcément candidat, les journalistes du Mans asservis ont respecté cette fiction, dont ne lui ont pas posé de bilan. Ce qui fait que la campagne stricto sensu de 2022 a été réduite à une portion extrêmement congrue. Il n'y a quasiment eu aucune campagne et Macron n'a à aucun moment été obligé de rendre des comptes sur ce qui s'était passé. Dieu sait s'il y avait des comptes à rendre, notamment sur les gilets jaunes, notamment sur la suite des gilets jaunes, notamment sur le confinement, notamment sur la gestion du Covid. Enfin, il y avait des tas de trucs, notamment sur l'effondrement de notre industrie, de notre agriculture, notamment sur notre alignement dans tous les domaines sur les intérêts géopolitiques américains, notamment sur les décisions qu'il avait prises au début de son mandat
vous vous rappelez, en diminuant encore le budget de la défense, ce qui faisait que l'amiral de Villiers, qui était le chef d'état-major des armées, le général de Villiers, pardon, qui était le chef d'état-major des armées, avait présenté sa démission. Voilà, enfin, on pourrait dresser une liste d'écoles, la santé publique, les hôpitaux, la justice, la sécurité. Le bilan était un désastre. Il n'a pas été tiré. Intervenons à ce niveau-là. Emmanuel Macron s'était défaussé de la responsabilité des confinements et des responsabilités pénales afférentes sur Édouard Philippe, de façon presque menaçante, en tout cas des menaces à peine voilées, où il avait déclaré devant tout le monde bon, Édouard Philippe va être quelque peu indisposé par la gestion de sa responsabilité pénale. Alors, il n'a pas dit indisposé, mais par contre, il a dit responsabilité pénale. Il a dit il gère sa responsabilité pénale. Donc, vraiment, la menace voilée était faite pour essayer d'écarter Édouard Philippe, qui était... Alors, on le sait aujourd'hui, au passage, on le sait, c'est-à-dire on est d'abord candidat de l'oligarchie avant d'être candidat du peuple. Donc, il faut d'abord aller séduire qui le groupe de Bilderberg, qui le Forum économique mondial. Et une fois qu'on les a séduits, ensuite, c'est une formalité de passer devant les urnes. On a d'un côté un parti repoussoir, le Rassemblement national, et de l'autre, face auquel, comme avait dit Pierre-Yves Rougeron, n'importe qui peut être élu. Et ensuite, on avait quelques dangers qui avaient été écartés aux précédentes élections présidentielles, à savoir la France insoumise, qui reste, comme vous le soulignez souvent, très européiste, mais qui présentait un danger beaucoup plus sérieux en débat face à Emmanuel Macron, mais qui avait été éliminé par la présence de Poutou et de Roussel, sorti de nulle part, et qui lui a pris très exactement le nombre de voix qui lui manquait pour être au deuxième tour. C'était d'une précision mathématique absolument diabolique. Et donc, on a un Édouard Philippe qui a été écarté quelque temps, qui entre-temps d'ailleurs a été assez malade, hein, puisque peut-être que le stress justement de ces menaces a joué. On rappelle vraiment que la justice est fondamentalement instrumentalisée en France, enfin, que ce soit François Fillon ou autre. Et donc maintenant, on a un Édouard Philippe qui revient. Et dans le contexte de ce retour du fils prodigue, eh bien, on a d'autres personnes qui sembleraient placer leur pion. Alors, est-ce que vous pouvez, là aussi, nous prévenir, nous analyser tout ça? Parce qu'on sait que beaucoup de Français vont être tout à fait sidérés de ce magnifique spectacle. Vous savez, c'est comme dans le catch. Enfin, moi, quand j'étais enfant, je ne savais pas que le catch était truqué. Alors, je ne savais pas qui allait gagner à l'avance. Je ne savais pas. Je voyais simplement tous ces gens. C'était impressionnant. Il y avait des rebondissements, il y avait des trucs. Mais bon, pour les adultes qui savent que c'est scripté, on doit s'attendre à peu près à quoi pour, disons, la prochaine saison? Alors, Macron a été élu avec, je rappelle au passage, le soutien immédiat de Mélenchon. C'est incroyable. Oui, tout à fait. Aurait pu faire durer le suspense plus que 15 secondes. Il aurait pu prendre 2-3 jours avant de dire et négocier, notamment avec Macron, négocier par exemple qu'il n'y aurait pas de réforme des retraites. Bon, il n'a rien négocié. Rien. Ça veut donc dire que Mélenchon fait partie du système. Je suis désolé pour les mélenchonistes qui nous regardent. Mélenchon fait partie du système parce que sinon, il ne se serait pas un enfant de 7 ans à sa place serait allé négocier pour dire à Macron quel est le soutien que je vous apporte. Je ne peux pas arrêter votre raisonnement, mais là, c'est très intéressant d'avoir votre expérience politique là-dessus. En tant que politicien professionnel, si vous avez les voix de Mélenchon, quel est votre levier pour négocier face à Macron? Qu'est-ce que vous pouvez faire comme bras de fer à l'entre-deux tours? En sachant, bon, bien sûr que les médias vont tenter de vous amalgamer et de dire que vous êtes un salopard de fasciste, excusez-moi le terme technique. On reviendra sur la fenêtre d'Overton entre-temps, parce que c'est une des plus grandes manipulations aujourd'hui. Mais quel est si vous aviez l'appareil politico-médiatique que Mélenchon avait à ce moment-là et qu'il n'aura plus jamais dans sa carrière, quel était, en tant que politicien professionnel, comment vous auriez monnayé ça avant qu'on j'y serais allé, j'aurais orchestré un narratif. J'aurais dit que j'étais à la tête de je ne sais plus combien, 17-18% des suffrages, que le premier mandat de M. Macron avait quand même posé des très gros problèmes, notamment sur le président des riches, etc. Et donc, j'aurais dit, nous n'allons pas aller apporter notre soutien tout de suite comme ça à M. Macron, on va aller négocier avec lui. Et donc, j'aurais convoqué la presse, etc. Il y aurait donc eu une pression médiatique qui fait que Macron et ses troupes auraient quand même été obligés de lâcher quelque chose. Voilà, il aurait été obligé de dire quelque chose. Et si Macron avait dit non, je ne veux rien négocier, à ce moment-là, excusez-moi, mais Mélenchon aurait très bien pu dire à ce moment-là, je vais négocier avec Madame Le Pen. Parce qu'effectivement, ça aurait fait... Les médias l'auraient assassiné, comme vous le savez. Comment ? Les médias l'auraient assassiné, comme vous le savez. C'est-à-dire oui, bien sûr, mais ça aurait fait voler en éclats
le système, puisque le système repose, c'est aussi le deuxième secret, c'est comme les secrets de Fatima. Le premier secret, c'est que Macron n'est pas un type intelligent. Le deuxième secret, c'est que enfin, c'est pas un secret, d'ailleurs, beaucoup de gens l'ont éventé, c'est que le clivage droite-gauche est maintenu de façon artificielle. Le vrai clivage aujourd'hui, c'est entre ceux qui veulent, les mondialistes, disons le mot, les globalistes, ceux qui veulent la dissolution des États-nations dans une espèce de magma un peu d'inspiration Parti démocrate américain, et puis ceux qui veulent maintenir les nations, maintenir la démocratie au sens vrai du terme, c'est-à-dire que c'est les peuples qui doivent décider de leur avenir collectif. Il y a actuellement quelque chose qui est intéressant, vous savez, aux États-Unis, où vous avez d'une part la justice qui est dans la main d'un certain nombre de juges, dans la main du Parti démocrate, qui, comment dirais-je, inculpe Donald Trump dans les États les uns après les autres pour essayer qu'il soit en prison en 2024. J'ai vu d'ailleurs qu'il a dit qu'il se présenterait quand même à l'élection, même s'il était en prison. On va peut-être avoir des choses assez rigolotes. Mais vous avez vu qu'il y a des gens qui anticipent que peut-être, ça serait un coup de tonnerre, qu'il pourrait y avoir un ticket Donald Trump avec Robert Kennedy Jr. du Parti démocrate, qui représente un petit peu l'équivalent de Madame Le Pen et de Mélenchon. Bon, à la mode américaine, on en est quand même un peu loin. Mais l'idée selon laquelle, ça, c'est de part et d'autre de l'échiquier qui veulent maintenir la démocratie, ce seraient les candidats du petit peuple américain, si l'on peut dire. Donc Mélenchon aurait pu jouer ce système, et je ne sais pas comment Macron aurait réagi, mais je suis persuadé en tout cas qu'il y aurait eu quelque chose de très important, c'est que ça aurait réveillé la politique en France. Voilà. Oui. Or, Mélenchon n'a rien fait de tout ça. Il s'est couché tout de suite. Donc Mélenchon fait partie du système. Alors, le problème qu'il y a eu ensuite, c'est que les Français, rappelez-vous, ils ont donc réélu un type qu'ils détestaient. Il est là le problème d'origine. Et ils l'ont prouvé au moment des législatives quelques semaines après, en ne donnant pas à Macron sa majorité. Donc depuis lors, le deuxième mandat de Macron est parti de façon très difficile. Ajoutons en plus un phénomène nouveau qui a été créé par Sarkozy, c'est que vous savez qu'avant, dans la Constitution française, il n'y avait pas de limitation du nombre de mandats du président de la République. Il pouvait se présenter, il pouvait être président 3, 4 mandats successifs. Ça ne s'était jamais produit, puisqu'il n'y a qu'un seul président de la République française depuis la création du poste, depuis Louis-Napoléon Bonaparte. Enfin, lui, ça s'est terminé par un coup d'État. Mais depuis la création du poste de président de la République, il n'y a jamais eu qu'un seul président qui soit parvenu à faire 2 mandats de suite, 2 septennats, Mitterrand. Encore, ces mandats ont-ils été entrecoupés par des périodes de cohabitation où il n'avait plus le pouvoir exécutif réellement. Donc, il n'y avait pas de limite. Sarkozy, peut-être par mimétisme américain, a introduit dans la Constitution française l'idée qu'on ne peut pas faire, un président de la République ne peut pas faire plus de 2 mandats consécutifs. Il peut éventuellement, ça n'est pas exclu, faire 2 mandats, puis quitter, puis revenir. Ensuite, il y a aussi des gens qui envisagent que Macron, par exemple, pourrait partir en 2027 et se représenter en 2032. Il y a toujours des gens qui ont beaucoup d'imagination. Mais Sarkozy a créé ça. Et du coup, ça a un phénomène qui fragilise la position de Macron, c'est le phénomène du lame duck, comme on dit aux États-Unis, du canard boiteux. C'est-à-dire que le président des États-Unis, en 2e mandat, il y en a beaucoup de présidents des États-Unis qui ont fait 2 mandats, c'est des mandats très courts, des mandats de 4 ans. Au bout de 2 ans, 2 ans et demi, du 2e mandat, le président des États-Unis est ce qu'on appelle le canard boiteux, de lame duck, parce que les gens savent qu'il est sur la fin, que de toute façon il va s'en aller, et que donc les gens jouent le coup d'après. Donc Macron se retrouve, pour la première fois depuis cette existence, parce que rappelez-vous que Sarkozy a été battu, n'a pas pu faire de 2e mandat, et que Hollande ne s'est pas présenté. On est donc pour la première fois en France avec un président de la République qui fait un 2e mandat et qui sait dont la Constitution impose que ce sera le dernier. Il y a eu des espèces de ballons d'essai qui ont été envoyés il y a quelques semaines, quelques mois, par Richard Ferrand, notamment sur le thème
on faudrait peut-être envisager de modifier la Constitution, de proposer à Macron que Macron puisse faire un troisième mandat. L'accueil a été tellement glacial dans l'opinion publique qui déteste Macron qu'ils ont laissé tomber l'idée. Donc Macron, c'est quand même quelqu'un qui n'est pas très intelligent, du point de vue de tous les points de vue en fait, c'est son Oui, c'est pas un type grande brillant. qualité. Il a deux qualités exceptionnelles, il faut le reconnaître. D'abord, il est plutôt, enfin, il est présenté dans les médias comme plutôt beau gosse, donc il a eu les magazines, le News People, etc., la ménagère de plus de 50 ans, etc. Il y a eu toute une orchestration Ah, si là-dessus. vous me permettez, ça valait pas Villepin quand même, ça aurait eu de la gueule. Mais bon. Voilà. Oui, mais non, mais il y a quand même eu cette orchestration. Et puis surtout, son truc, c'est que c'est un baratineur. Voilà. C'est un type qui a de la charge. C'est quelqu'un qui est tout dans le baratin. Et donc, il peut faire illusion. Et donc, comme l'avait dit Alain Minc, qui est un camarade de l'inspection des finances, Alain Minc, vous vous rappelez, il avait fait il avait dit ça, c'était terrible, quand il avait dit que Macron était un excellent banquier d'affaires parce qu'il savait très bien faire le métier de banquier d'affaires. C'était un métier de pute. Hein, je vous rappelle, vous retrouverez ça sur Internet facilement, cette citation de Alain Minc. C'est-à-dire qu'en fait, Macron, c'est un type qui dit aux gens ce que les gens veulent entendre, qui fait des discours ronflants, avec des formules qui en imposent au commun des mortels. Mais ça marche pendant quelques mois. Ça marche le temps d'une campagne, un petit peu plus. Mais progressivement, les gens se rendent compte que c'est comme les habits neufs du vieux roi dans le conte d'Andersen. En fait, il n'y a rien. Le roi est nu. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a dit 50 000 fois qu'il veut refonder, réformer, revisiter, qu'il fait des promesses ici ou là, créer des comités Théodule, consulter les Français, faire ci et Numéro ça. 1 pour la canicule, là, cette dernière chose. Voilà. Donc là, le charme n'existe plus. Il y a eu des Français qui se sont laissés avoir en 2017. En 2022, les gens n'ont voté qu'en se pinçant. Il a eu beaucoup, beaucoup moins de pourcentage de voix. Et en nombre d'inscrits, il a quand même fait un faible. Il a été élu par une minorité des électeurs français, il ne faut pas l'oublier. Les autres ont refusé d'aller voter pour ce type. Et alors, depuis lors, il a commencé avec ses handicaps. Il n'est pas très intelligent, il a été mal réélu. Il a été, et uniquement parce que s'il y avait eu en face n'importe qui d'autre, peut-être que l'autre aurait été élu à sa place. Il n'a pas eu de majorité à l'Assemblée nationale. Et en plus, il est le lame dog, c'est-à-dire qu'on sait que c'est son dernier mandat. Alors ajoutons à tout ça, comme si tout ça n'était pas suffisant, le fait que les décisions qu'il a prises au cours des premières années, maintenant, il faut qu'il passe à la caisse. C'est-à-dire que les gens, il y a le recul du temps. Voilà. Il avait promis monts et merveilles. Les gens voient que le niveau de vie, maintenant, c'est pas seulement des pauvres, c'est le niveau de vie des classes moyennes qui diminue. Les gens, ils le voient. Les gens voient l'inflation qui explose. Et ça, les gens, ils le voient tous les jours. Les gens voient que l'insécurité explose. Les gens constatent que l'immigration n'est absolument pas maîtrisée, ce qui inquiète un nombre de gens extraordinaire. Et puis, ça n'est plus du tout un discours qui est limité à l'extrême droite, ni même à la droite. Maintenant, il y a un pourcentage tout à fait significatif de gens à gauche qui disent que ça ne peut plus continuer comme ça. Et puis, on voit un type qui part d'une espèce de fuite en avant et qui se prend pour ce qu'il n'est pas, en fait, et qui parcourt la planète où il fait billevesée sur billevesée, des erreurs de gens de quelqu'un qui n'y connaît rien. Donc, en plus de tout, il est devenu complètement tricard sur la scène internationale. Les gens ne veulent plus le voir. Il se met dans des positions ahurissantes, comme par exemple vis-à-vis des BRICS, où il a demandé à être invité, alors qu'il était... Alors justement, tout de même, l'oligarchie reste très contente de lui. Et encore une fois, si on reprend ne serait-ce que le cas particulier de Bernard Arnault, qui a vu sa fortune multipliée par 4, il n'a aucune raison particulière de regretter Emmanuel Macron. Mais on voit tout de même un certain nombre de candidats qui se positionnent dans les starting blocks pour plaire à l'oligarchie. Et ensuite, encore une fois, ce sera une sorte de formalité de passer devant les urnes avec le bon repoussoir en face pour pouvoir être élu forcément. Oui, alors il faut quand même prévoir, enfin je suis d'accord avec tout ce que vous dites, sauf que si la France vire à l'anarchie, là l'oligarchie n'est plus d'accord. Oui, tout à fait. Oui. Or, ce qui se passe dans les banlieues, l'insécurité générale, l'affaire Naël et les suites qu'il y a eu,
montre quand même qu'il y a des milliardaires. Bolloré, par exemple, avec sa reprise en main du JDD pour Bolloré n'est pas très pro-Macron, pour le coup. Bolloré, c'est Ah peut-être non, un mais peu... justement, maintenant, ils veulent. Je pense que l'idée qu'il y a derrière, c'est d'avoir quelqu'un qui puisse avoir un petit peu la main ferme. Voilà. Il ne faut pas que ça parte quand même. Et je pense que Macron, il est considéré maintenant comme complètement carbonisé. Alors, effectivement, tout ce que je viens de dire là, les gens le ressentent confusément. Personnellement, je ne mettrai pas ma main à couper qu'il terminera son mandat, d'ailleurs, parce que je ne sais pas comment il va pouvoir durer encore 4 ans. Il y a encore 4 ans. Il apparaît et encore, il resterait 8 mois. Mais là, au bout d'un an de mandat, de son deuxième mandat, il apparaît. En plus, il est vieux, il apparaît. Enfin, je veux dire, il a pris un coup de vieux. Alors, c'est vrai que moi, j'ai 20 ans de plus que lui, donc j'ai rien à dire, mais sauf que j'ai l'impression que j'ai pris un moindre coup de vieux que lui. Lui, il a pris un coup de vieux, il était le jeune type, maintenant, il a le visage ravagé, peut-être aussi par l'utilisation de puissances psychotropes, je ne sais pas. Mais on le voit, on l'a vu picoler à Kinshasa. Bref. Donc, il y a effectivement des requins qui arrivent. Alors, qui est-ce qui arrive? Alors, on a vu l'oligarchie a misé, je pense, sur Édouard Philippe. Voilà. Parce que Édouard Philippe, il remplit, comme vous le disiez, il remplit toutes les cases. Il est pour l'Union européenne, il est pour l'euro, bien sûr, il est pour l'OTAN, il a fait le pèlerinage de Kiev, il n'a pas été reçu par Zelensky, mais par le numéro 2, je suppose que Macron lui a fait une petite vacherie avec notre ambassadeur sur place qui a dû dire non, non, il ne faut pas le recevoir, etc. Je connais un peu les coutumes, enfin, il a quand même fait le pèlerinage de Kiev, c'est comme à Lourdes, si vous voulez. Bien entendu, donc il est pour l'Ukraine et contre la Russie. Sur l'affaire des retraites, il est pour les 67 ans de départ à la retraite. Donc, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Sur l'affaire du côté tape dure, bon, il a pu montrer quand même qu'il a imposé les 80 km/h. C'est lui qui a imposé aussi le confinement. Donc, il est face à Big Pharma, face au narratif officiel, il est le doigt sur la couture du pantalon. Donc, voilà, il a présenté toutes les garanties. Donc, et en plus de ça, c'est un young leader de la French American Foundation. Et en plus de ça, il a été adoubé, comme vous le disiez, je crois, dans un sommet de Bilderberg. Donc, il est vraiment... Alors justement, pour former et informer notre audience, que c'est vrai qu'il a le tiercé dans l'ordre, Young Leader, Bilderberg et Forum économique mondial, mais pour vraiment insister sur former et informer notre audience, parce que c'est quand même désastreux de voir que certains Français ne revoient pas les mêmes mécanismes à l'œuvre, les mêmes modus operandi. Là, bon, il vient de sortir un livre, il est présenté à la rentrée comme une renaissance littéraire importante, alors avec cette sublime contrepectrie, hein, des dieux qui disent, voilà, des dieux qui disent, ça ne vaut pas Achille Talon, le monstre de l'étentacule. Mais passons, tournons cette page. Quoi qu'il en soit, bon, c'est les mêmes mécanismes qu'on voit à l'œuvre, c'est-à-dire à chaque fois, bon, on nous présente quelqu'un comme un nouveau. Enfin, comment on pourrait empêcher ça? Alors, ce que je pense, c'est que s'agissant il lui est arrivé ce que vous avez dit, c'est que je pense que c'est humainement, c'est extrêmement stressant, hein, de faire ce que font tous ces gens. Et lui, alors, est-ce qu'il a somatisé? Est-ce qu'il a un patrimoine génétique? Je ne sais pas. En bref, vous avez vu ce qui lui est arrivé, de l'alopécie, il est devenu blanc, les poils devenant blancs. Après ça, il a perdu ses poils. Et alors, assez curieusement, il en a fait une petite communication. Donc on était tenu au courant, mois après mois, de l'état de son alopécie. C'était bientôt la bande maillot. Enfin, c'était un truc de dingue. Le problème, c'est ça devenait Frankenstein, en fait. Alors, je pense, quand je regarde un peu ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, je pense qu'il a été repris en main par un cabinet d'image. Voilà, parce qu'ils ont arrêté le côté à faire pleurer dans les chaumières. Parce que, effectivement, quelqu'un qui exhibe sa maladie, bon, on peut être sensible à sa maladie, qui d'ailleurs n'est pas une maladie mortelle. On peut y être sensible, mais enfin, on est aussi sensible. Rappelons-le, c'est le vitiligo, c'est la maladie de Michael Jackson. C'est pas quelque oui, chose dans un monde d'images comme c'est devenu, en fait, il fait peur. En tout cas, il n'était plus dans une position de leader. Donc, du coup, vous avez vu, il a été entièrement relooké, changement des lunettes, il a la barbe, je crois qu'il a plus ou moins enlevé la barbe,
il a joué le côté tout blanc. Enfin, il s'est entièrement relooké. Et maintenant, il n'est plus du tout question, vous l'avez vu, depuis 2-3 mois, on ne parle plus du tout de sa maladie. C'est terminé. Ouais. Il y a un nouveau narratif qui a été mis en place. Donc, c'est le type, le mec qui est l'homme mûr, le type sérieux, etc. Donc ça, c'est Édouard Philippe. Mais le problème qu'il y a, c'est que on a eu des sondages bidouillés du style c'est l'homme préféré des Français. Alors je rappelle pour les gens qui ne le sauraient pas que c'est comme, vous savez, quelle est la personnalité préférée des Français. En fait, c'est une arnaque totale puisque ces sondages sont faits sur des choix fermés. Ouais. C'est pas un sondage où on demande dans la rue à des gens quelle est la personne que vous préférez. Non, c'est parmi cette liste de personnes quelle est celle que vous préférez. Voilà. Donc, si vous voulez, vous avez à la limite, si vous voulez, si on mettait Édouard Philippe, Marc Dutroux et Michel Fourniret, qui est la personne que vous préférez, ben, il apparaîtrait avec 98%, 98% pour 98% des Français. Les fameux sondages cadenassés dont parlait un humoriste de renom, ouais, c'est vraiment donc, ça. Ouais. Voilà, donc le sondage est malgré tout ça, n'importe qui en France qui tend un peu l'oreille, jamais de ma vie, je n'ai entendu quelqu'un autour de moi dire oh, « moi, j'en pince pour Édouard Philippe ». Ouais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà, les gens ont gardé le souvenir d'un type qui était complètement, comment dirais-je, psychologiquement... voilà. D'ailleurs, c'est un poulain d'Alain Juppé, donc c'est déjà tout dire. Parce que Alain Juppé, c'est quelqu'un qui est psychorigide. Complet. Et ben, c'est pareil pour Édouard Philippe, en fait. Et Édouard Philippe, pour expliquer ensuite aux Français qu'il faut voter pour quelqu'un qui propose la retraite à 67 ans, il va falloir quand même qu'il fasse très fort. Accessoirement, comme ça ne marchait pas, on a vu que des bébés requins ont commencé à apparaître. Côté gauche, on a vu, ils ont sorti un revenant. Côté gauche anti-LFI, c'est Bernard Cazeneuve, qui a été Premier ministre de François Hollande pendant quelques temps, et qui d'un seul coup, alors lui, il n'a pas besoin d'être relooké, parce que vous savez, il a eu le prix de l'élégance du Parlement. Je ne sais pas quoi. Je n'ai pas suivi ça, je vous avoue, mais ok. Il est tiré à 4 épingles. Honnêtement, moi, je l'ai rencontré quand j'étais à l'inspection des finances. Il était ministre du budget. Je vais vous faire un secret, c'est pas le pire. Bon. Ouais. Et c'est quelqu'un qui est, c'est pas le pire. Voilà. Ça sera la peine que je dis. Mais c'est quand même quelqu'un qui a je pense, une certaine déontologie, une certaine éthique. On l'a jamais vu tellement dans des scandales. Ça sera un peu un Hollande, mais en un peu moins bête quand même. Bon, comme ça que je vois. Sauf que pardonnez-moi, le pire au PS étant donc possiblement, par exemple, Hidalgo. Voilà. On m'arrête tout de suite, donc on a donné le là. Ouais. Je crois qu'Hidalgo, là, elle est complètement carbonisée. Elle a fait quand même 1,4, hein, je rappelle, ou 1,9 à l'élection présidentielle de 2022. C'est-à-dire finalement à peine plus que ce que j'ai fait en 2017. Quand on compare la différence de couverture médiatique. Bon, alors, le problème de Bernard Cazeneuve, vous avez vu, c'est qu'il est empêtré dans une affaire quand même. C'est que c'est lui qui, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, avait fait modifier notamment l'usage des armes à feu par la police, et en particulier pour tirer lorsque des gens refusent d'obtempérer à un arrêt de... Voilà. Donc, avec l'affaire Naël, il y a des gens qui disent « Coucou, regardez ça, cette affaire est due à Bernard Cazeneuve ». Donc, du coup, ça a coincé. Et puis, il faut voir aussi que Bernard Cazeneuve, il est lancé contre LFI. Hein. Donc, ça se fait dans un... Alors, ça, c'est côté gauche. Maintenant, puis alors, côté gauche, je n'ai pas parlé, mais il y a, chez LFI, vous avez monsieur Mélenchon, qui vire un peu, si j'ose dire, il me fait un peu penser à Tati Daniel. C'est-à-dire qu'on a l'impression que là, il est en fin de vie politique, donc il va quitter. D'ailleurs, il a déjà quitté l'Assemblée nationale. Il ne se représentera plus à une candidature à l'élection présidentielle. Et on a l'impression que, comme ces personnes âgées, vous savez, qui deviennent acariâtres, on a l'impression qu'il prend un malin plaisir à faire de se battre ses successeurs les uns contre les autres. Un jour... C'est syndrome Mitterrand, c'est Mitterrand avec Jospin qui avait... Oui, exactement, c'est ça, ou avec Rommel, etc. Donc là, un jour, il dit grand bien de Caténins, le lendemain, c'est de François Ruffin, le surlendemain,
c'est de je ne sais plus qui, Bompard, Manuel Bompard, enfin, etc. Voilà. Donc je pense il Si le doit prendre syndrome, un plaisir type mitterrandien, en effet, voilà, si à le syndrome l'idée. arrive en phase terminale, ça va tuer la France insoumise, ça c'est clair Oui, et net. oui. Voilà Mais pour je en pense parler. que c'est le syndrome, hein. C'est le syndrome après moi le déluge. Il y a un certain nombre de responsables politiques qui sont comme ça, qui ne supportent plus que leur bébé ne leur appartienne plus et donc qui préfèrent le détruire. Et puis alors le gros des requins, il se trouve quand même côté droit. Côté Ouais. droit. Alors côté droit, il se passe quoi? Alors, au passage, pardon, là, je voulais pas vous couper, mais on a limite oublié qu'Édouard Philippe était censé être côté droit. C'est vrai que là, vous dites, il se trouve côté droit, on vient de disserter d'Édouard Philippe pendant 3-4 minutes, mais on a oublié qu'Édouard Philippe est tout de même un transfuge des Républicains, est une prise de guerre, bon, comme Castex d'ailleurs, mais bon, Castex est retourné dans le néant, ou comme dirait Clémenceau. Il y a eu un sondage qui a dit que Castex pourrait faire un score. Ah bon, bah, mon Dieu, forcé. Vous savez, il y a une loi comme ça en philosophie, ça s'appelle la loi de Wittgenstein. Wittgenstein a dit, quand vous mesurez une table avec une règle, vous pourriez mesurer la règle avec la table. Et bien là, en l'occurrence, quand on a un sondage qui nous dit que Castex fait partie des personnalités préférées des Français, ça ne mesure pas la popularité de Castex, ça mesure le sérieux du sondage. Je crois qu'il faut être absolument clair là-dessus et tourner la page sur ce point. Mais on a oublié que Castex, en effet, était aussi un transfuge, a été récupéré comme ça dans comment dire, l'équipe B des LR pour devenir quelqu'un de relativement significatif dans la République. Et puis, bon, comme disait Clémenceau, en entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui. Mais donc, on oublie toujours que Philippe faisait partie des LR. Donc, ça veut dire que là, vous considérez que Philippe ne reviendra plus jamais chez LR. On est bien clair là-dessus. Non, ce que je pense surtout, c'est que d'abord LR était moribond. Bon, Ouais. il s'est passé. C'est là qu'arrive Sarkozy. Sarkozy qui a des soucis judiciaires que l'on connaît, il a quand même été condamné, si j'ai bien compris, à 3 ans de prison, et donc en ce moment il est en cassation, je ne sais pas quoi. C'est donc arrive Sarkozy qui est à la manœuvre, et en fait, il a tout essayé dans sa vie. Il a essayé de faire l'ouverture vers la gauche, rappelez-vous, avec Éric Besson, etc. Puis après l'ouverture vers la droite. Et puis là, Sarkozy. Il essaye de manipuler un peu Macron. Il y a beaucoup de gens qui essaient de manipuler Macron parce qu'ils ont vu que le type était. Mais il a quand même un truc, Macron, c'est que, par ailleurs, excusez-moi, je parle librement, mais c'est vraiment une planche pourrie, quoi. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les gens croient que ce type, ils vont l'avoir dans la main, mais en fait, non, il fait le contraire de ce qu'il pense. Bon. Donc, je pense que Sarkozy avait dû magouiller avec Macron, qu'après l'affaire des retraites, il s'est passé quoi? On est passé à 2 doigts d'un désastre politique majeur pour Macron. Il aurait suffi que LR votât la censure. Il y en a un certain nombre qui ont voté la censure sur l'affaire des retraites. Mais vous avez Ciotti, Retailleau et Marlex, cette espèce de trio des 3 cavaliers de l'Apocalypse, et qui sont battus pour empêcher que le groupe LR vote la censure. Et donc, rappelez-vous, Mme Borne a sauvé son gouvernement à 9 voix près. 9 voix. Si LR avait voté la censure, le gouvernement Borne tombait. Et il faut savoir que c'eût été la première fois depuis 1962. C'est la seule et unique fois dans l'histoire de la Ve République qu'un gouvernement est tombé suite à une censure, c'est en 1962. Alors, 61 ans. Donc ça veut dire 38 plus 23, ça nous fait donc 60, depuis 61 ans que ça. Donc ça aurait été quand même, même si Macron serait retombé sur ses pieds avec les médias, ça aurait quand même été un choc. Je me demande d'ailleurs si ça n'aurait pas été mieux en fait pour Macron. Oui, parce qu'il aurait pu davantage utiliser son Premier ministre comme fusible, et là il n'a pas assez fait. Et puis il faut comprendre qu'il y a un truc aussi, c'est que les Français, c'est le peuple de la guillotine. Et ça, De Gaulle l'avait parfaitement compris. Il se l'était d'ailleurs appliqué à lui en 1969 avec le référendum. Les Français, ils aiment de temps en temps couper la tête, au sens métaphorique du terme, bien sûr, à des responsables politiques qui les exaspèrent. Voilà. Par exemple, Giscard, en 81, Giscard avait suscité quand même une énorme exaspération chez beaucoup de Français avec comme ça, et donc rien que ça, il y avait des Français qui ne pouvaient plus supporter ce type-là. Et donc ils ont voté parce que quand Mitterrand a été élu,
il y a des gens qui ont voté, il y a des gens qui ont exulté de voir Giscard, qui était comme une espèce d'allégorie de la suffisance, Du technocrate, de c'est la le président supériorité. techno de la cinquième. Voilà, le voir mordre la poussière. Et donc ça, Macron, les gens, ils sont dans cet état-là avec Macron. Et Macron, il a pour l'instant toujours réussi à échapper aux gouttes. Donc après l'affaire des Gilets jaunes, après avec l'affaire de la Covid, avec l'affaire comment dirais-je, de cette truc de retraite. Les Français, je pense que si Borne était tombé, ça aurait sans doute fait baisser la tension. Tandis que là, non. Là, on est dans une situation d'exaspération. C'est comme un orage, si vous voulez, qui est lourd, de plus en plus de nuées et qui n'arrive pas à exploser. Et donc, moi, ce que je pense, ça me fait penser à un tremblement de terre majeur qui arrive et dont les tensions s'accroissent sans que ça ne débouche. Alors donc, LR avait donc négocié avec Macron le fait de ne pas voter la censure. Et si j'ai bien compris ce qui s'était passé dans les coulisses, normalement, Macron aurait dû nommer Darmanin Premier ministre. Et ça, je pense que c'est le père Sarkozy qui était à la manœuvre, parce que Sarkozy veut placer Darmanin et puis les gens qu'il connaît, les anciens LR. Et donc, Macron devait nommer Darmanin à Matignon, je pense, et il devait faire entrer au gouvernement des gens qui sont là, qui allaitent, comme Ciotti, Retailleau, tout ce petit monde, Marlex. Ils voulaient absolument être au gouvernement. Mais alors, faisons une parenthèse là-dessus. D'abord, d'une part, bon là, vous avez eu la courtoisie de ne pas le souligner, mais d'une part, Macron a tout de même un certain mépris pour Gérard Darmanin. Je veux dire, sur le plan humain, c'est pas quelqu'un qu'il considère comme quelqu'un de brillant ou d'important. Autant Macron a, je ne vais pas dire une certaine bienveillance, parce qu'à ce niveau-là, et à cette hauteur de métier, on n'a plus ni de bienveillance, ni de... Mais bon, disons que les rapports entre Macron et Attal, par exemple, ne sont pas les mêmes qu'entre Macron et Darmanin, d'une part. Et Attal est en train d'être positionné pour peut-être devenir présidentiable dans une dizaine d'années. On aura peut-être le temps d'en reparler. Mais donc, d'une part, Macron a un certain mépris pour Darmanin qui transpire, enfin, ça se voit. Et puis, d'autre part, bon, Darmanin, c'est un peu le Manuel Valls de LR, quoi. C'est-à-dire que... Oui, mais là, je sors un peu de mon rôle de président. On fait un peu de la... Mais je pense que c'est important quand même, parce qu'il y a beaucoup de Français qui s'intéressent quand même à ces jeux politiciens, parce qu'ils sont extrêmement importants. Tout à fait, vous êtes là pour les décrypter. Et donc, en fait, je l'ai dit tout à l'heure, Macron, qui en fait, je crois, méprise tout le monde, hein, c'est plutôt ce moment-là. Je pense qu'il la seule personne, et encore, j'allais dire la seule personne qui ne méprise pas sur Terre, c'est lui-même, et encore, je n'en suis même pas sûr, parce que je pense qu'il y a un caractère masochiste chez le personnage. En attendant, Macron, il n'a pas rempli le contrat. Oui. C'est-à-dire qu'ils ont sauvé Borne, et puis après ça, il a maintenu Borne. Voilà. Et donc, rappelez-vous ce qui s'est passé avec Darmanin. Enfin, Darmanin a quand même été, à l'évidence, très, très mécontent. Ça on l'a aperçu lors de l'affaire de la grève des policiers. Donc, ça, c'est après l'affaire Naël. Ça, c'est l'affaire marseillaise. D'ailleurs, on démontre qu'il ne pourrait jamais être Premier ministre, pardonnez-moi, mais quand Darmanin dit vous savez, moi, ce n'est pas l'éducation nationale, je suis à la tête d'un ministère de bac-10, enfin, c'est quand même un type, si on le colle à Matignon, la France va être à feu et à sang en 48 heures. Oui, ça, c'est moi, je trouve ça incroyable. Quelqu'un qui est à la tête en gros, les gens que j'ai dans mon ministère, c'est des débiles mentaux. Alors que le type a littéralement le ministère qui s'occupe de la DGSI, tout de même l'ancienne DST. C'est pas des bac-10, les mecs, mais bon, passons. Et puis accessoirement, Darmanin n'a pas fait des études qui méritent là, il n'a pas particulièrement des études si extraordinaires que ça qui puissent jouer les cahiers. En attendant, il s'est retrouvé avec un nouveau problème, vous l'avez vu à Marseille, après l'affaire Naël. À Marseille, donc un policier qui a été mis en prison préventive, et vous avez eu ces déclarations en fait ahurissantes du directeur général de la police nationale et du préfet de police de Paris, et qui ont dit, en fait, c'est tout à fait anormal, on ne devrait pas pouvoir mettre un policier en prison préventive. Bon. Je suis pratiquement certain à 100%, du moins à 99%, qu'ils n'ont pas pu dire ça sans l'aval de Darmanin. C'est pas possible. Oui, tout à fait. Surtout, on veut dire, c'est quand même parce que c'est un propos
séditieux. C'est un propos absolument anti-républicain. Et quand je dis ça, je ne prends pas du tout parti pour ou contre, etc. Je sais que le métier de policier est extrêmement difficile et de plus en plus difficile. L'ordre du propos, la hiérarchie du propos est absolument inacceptable. Voilà, mais du point de vue du droit et des valeurs, des principes républicains, il n'y a pas de citoyen qui est au-dessus des lois. Et à part le président de la République qui bénéficie d'une immunité pendant son mandat, et puis il y a l'immunité parlementaire, mais qui peut être levée, ce qui n'est pas le cas de l'immunité du président de la République, sauf s'il a trahison, hein. si l'article 68 aboutit à sa destitution. Mais pour le reste, il y a tous les citoyens, quelle que soit leur profession, sont justiciables. Alors on peut dire que la justice, ça c'est encore une autre histoire, mais d'un point de vue de fond, parce que c'est une question de principe qu'on dit ça. Or, Darmanin ne les a pas désavoués. Oui. Moi, j'ai jamais vu ça. Non, enfin, j'imagine sous De Gaulle, mais même sous Mitterrand, Pompidou, Giscard, un directeur général de la police nationale qui aurait dit c'est tout à fait anormal, un policier ne doit jamais pouvoir être mis en prison préventive, et le ministre de l'Intérieur aurait dit ça, le type, il sautait dans De toute façon, Mitterrand avait fait le grand ménage. Je crois que ça avait été plus de 3000 ou 4000 licenciements quand il avait eu une fronde policière au début de son mandat. Donc, on a des précédents de cela. Mais selon vous, pourquoi Elisabeth Borne ne l'aurait pas recadré? Puisqu'après tout... Parce que Elisabeth Borne, enfin, excusez-moi, mais elle me fait penser à une espèce de mère supérieure d'un couvent. Elle est, je crois, d'après les échos, je ne la connais pas personnellement, mais d'après les échos qui viennent d'elle, je pense qu'elle est odieuse, en fait. C'est une femme absolument désagréable avec ses collaborateurs. D'ailleurs, les gens ont tendance à s'enfuir. Hein. Enfin, le Premier ministre qui perd à régulier des conseillers ou son directeur de cabinet là, qui vient de partir au bout d'un an après sa nomination pour être nommé ministre, il est vrai. Enfin, bon, et puis les échos qui viennent. Et puis Madame Borne, elle est, voilà, j'allais dire, je vais être méchant, mais elle est un peu la secrétaire particulière du président de la République. C'est-à-dire qu'elle n'a pas du tout l'aura, la prise de pouvoir qu'avait un Premier ministre dans les conceptions d'origine de la Ve République. Parce que Valls s'était jamais gêné, ça lui a coûté très cher, mais Valls ne s'était jamais gêné de recadrer Macron, par exemple. On se rappelle de la célèbre photo qui avait été attrapée par un excellent journaliste de toute évidence, où il était comme ça, penché, physiquement intimidant sur Macron. Sur Hollande, Pardon ? Sur Hollande, vous voulez dire ? Ah non, sur Macron. On avait vraiment cette photographie célèbre où on avait Valls, pas Hollande, Valls qui regardait Macron d'un regard assassin. Beaucoup ont dit que c'était une des raisons pour lesquelles Valls est allé frire des churros à Barcelone. En attendant, Madame Borne n'a pas... voilà. En fait, moi je pense qu'elle vit un enfer, cette femme. Voilà. Parce que je pense que les gens qui vivent avec Macron vivent un enfer. J'ai souvent cité cet exemple absolument ahurissant, mais incroyable. C'est au moment de la Coupe du Monde de foot au Qatar. Rappelez-vous qu'il y a eu la demi-finale qui a eu lieu, et après il y a eu la finale. Et Macron est allé à la demi-finale et à la finale. Et à la demi-finale, alors déjà il aurait pu n'aller ni à l'une ni à l'autre. Je rappelle qu'à la finale, c'était France-Argentine. Le président argentin ne s'est pas rendu parce qu'il a dit qu'il ne voulait pas porter poisse à son équipe. Bah, c'est l'Argentine qui a gagné, justement. Alors que Macron est allé, et la France a été battue. Bon, ça, c'était la finale. Mais la demi-finale, Macron a éprouvé le besoin d'aller aussi à la demi-finale. Et rappelez-vous, au même moment, il y avait un sommet qui se tenait à Bruxelles entre les chefs d'État et de gouvernement des 27 États de l'Union européenne d'un côté et les 10, je ne sais pas combien ils sont, chefs d'État et de gouvernement des pays de l'ASEAN, ce qu'on appelle l'ASEAN. Bon. C'est quand même une réunion il y en a au plus une fois par an, c'est un truc important, il peut se décider des choses très importantes, c'est du niveau du chef de l'État d'y aller. Bon, Macron a décidé, plutôt que d'aller là, d'aller à la demi-finale de foot au Qatar. Bon, déjà, c'est quand même pas bien. Bon, à mon avis, il n'est pas payé pour ça. Il est payé pour défendre les intérêts de la France dans les négociations avec les pays d'Asie du Sud-Est, dans le cadre européen. Dont beaucoup sont acteurs de nos armes et de nos exports. Donc, en effet, mais le plus extraordinaire de ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est qu'il a déclaré, moi j'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai lu 3 fois de suite la dépêche, il a déclaré
qu'il avait décidé de faire représenter la France par le chancelier allemand Olaf Scholz. Oui, personne, enfin, aucun des grands médias, des médias de grand chemin plutôt, n'a réagi à ça, mais c'est dingue. Moi, j'aurais été Madame Borne, chef du gouvernement français, avec le président de la République française, qui ne me dit pas vous allez me représenter, parce que ça aurait été normal. Bon, puisqu'il n'y allait pas, au moins le Premier ministre français y allait, mais non, pas du tout. Il s'est fait représenter par Olaf Scholz. Je pense, j'aurais été Madame Borne. D'abord, si j'étais Madame Borne, je ne serais jamais allé chez. D'abord, je ne suis pas Madame Borne. Elle est à l'évidence, elle fait partie d'un système que je combats de toutes mes forces depuis 16 ans et demi. Bon. Mais enfin, ça veut dire que cette femme n'a aucune dignité. Je n'ai jamais vu ça. Un Premier ministre qui se fait écarter pour faire représenter la France par le chancelier allemand. Enfin, c'est fou que ça fait partie de ce genre de choses délirantes. Donc, en fait, Madame Borne, elle pèse une plume. Je pense que c'est ça. Et je pense que Macron. Le tirage de Darmanin n'était envisageable. Voilà, je pense que Macron s'est dit que s'il mettait Darmanin, alors là, Darmanin allait tout investir et qu'il allait y avoir quelque chose de terrible. Donc, comme il a écarté Darmanin, je pense que Darmanin et maintenant Sarkozy, qui sort un livre pour le soutenir, eh bien, ont décidé de faire un peu la peau de Macron. Bon. Ouais. Darmanin a annoncé, je ne sais pas si vous l'avez vu, qu'il va faire une réunion de ses soutiens le 27 août. Or, il me semble avoir entendu dire que M. Macron avait décidé de lancer une initiative politique importante à la fin août. Et au même moment, je rappelle aussi que Macron, sans doute sur un coup de téléphone de l'oligarque qui est son contact, et qui a dû lui dire, pour 2027, il faut que vous souteniez Édouard Philippe, dont on parlait tout à l'heure. Donc, l'inimitié entre Macron et Édouard Philippe est connue. De toute façon, moi, j'ai découvert quelque chose en politique, c'est qu'en règle générale, vous avez peu de risques de vous tromper si vous postulez que tous les politiques se détestent. Parfois, vous avez une bonne surprise. Ah tiens, ils s'aiment bien. Mais, donc, Emmanuel Macron n'aime pas du tout Édouard Philippe. Enfin, il n'aime pas non plus Darmanin. Bon. En attendant, vous avez vu que Macron a dit qu'il espérait que Édouard Philippe reprendrait le flambeau, poursuivrait son œuvre, excusez du peu, mais poursuivrait son œuvre en 2027. Mais donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Macron, à la fin du mois d'août, va essayer de prendre une grande initiative politique en essayant de rassembler autour de lui. À mon avis, ça va faire flop comme tout le reste. Il prend fait et cause maintenant pour Édouard Philippe, qui a fait le parti Horizon, pour regarder à l'horizon. Et au même moment, vous avez Darmanin qui lance quasiment, c'est presque sa pré-campagne. Oui. Bon, à mon avis, la logique de tout ça, c'est que Darmanin quitte à un moment ou à un autre le gouvernement. À mon avis, qui claque la porte du gouvernement. Parce que je pense que l'inimitié entre les deux va s'aggraver. En plus, vous avez Sarkozy qui souffle sur les braises, puisqu'il sort un livre qui n'est pas encore sorti, mais qui sortira le 22, dont on commence à avoir les bonnes pages, et où il parle justement de Darmanin. Alors, c'est pas tout. C'est pas tout parce que vous avez d'autres requins. Vous avez évoqué Gabriel Attal, il est encore un peu jeune, mais enfin, il fait partie de ces gens, si vous voulez, comme je le disais, j'ai fait une vidéo qui s'appelle sur les blancs-becs. Hein, pourquoi cet étalage blanc-bec parmi les dirigeants occidentaux? Si seulement dans les pays occidentaux. Hein. Dans le reste du monde, pas du tout. Mais nous, en Occident, on a des gens qui ont moins de 45 ans, qui accèdent au pouvoir, moins de 40 ans, comme Macron, moins de 35 ans, comme Madame Ardern en Nouvelle-Zélande, moins de 30 ans, comme Sébastien Kurz en Autriche. Enfin, donc, ça veut dire que l'oligarchie qui est derrière tout ça, les oligarques qui, eux, ont 70, 75, 80, 92 ans pour Georges Soros, eux, ce sont des gens qui ont l'expérience et la bouteille. Ils nomment des petits jeunes comme ça, qui font semblant de gouverner. Mais en fait, tous les grands postes de responsabilité, là où il y a le vrai pouvoir en Occident, le directeur général de la CIA, il a 66 ans. Madame Christine Lagarde, elle a quand même 67 ans. Le président de BlackRock, il a 70 ans. Georges Soros, il en a 92. Enfin, donc là où il y a le vrai pouvoir, ce sont des gens qui ont le président le directeur général du FMI, c'est pareil. De même d'ailleurs que dans les grands pays, style la Russie, Poutine a 70 ans. La Chine, Xi Jinping, il a 70 ans. L'Inde, Modi, il a 72 ans. La Turquie, Erdogan, il a 70 ans, 69.
etc., etc. Donc, il Le y a quand même président Tebboune en Algérie, etc. Mais on se souvient, je disais le président Tebboune en Algérie d'une part, mais on se souvient de Kissinger, qui est quand même allé en Chine à 100 ans, oui, et puis Dianne Feinstein, 80, je sais plus, 94, 96. Donc, c'est vrai que vous avez tout à fait raison de ce point de vue-là. Mais comme on s'approche des questions, je voulais vous. Alors, on a parlé alors, d'Attal, mais on devra parler de lui. je termine sur les autres prétendants. Il y a Wauquiez, mais Wauquiez, le problème de Wauquiez, moi, je vais vous dire ce que j'en pense, c'est qu'il ne coche pas les bonnes cases. Pourquoi donc? On sait que sur l'Union européenne, bon, c'est pas un ardent partisan. Sur la Russie, l'Ukraine, c'est pas non plus un ardent partisan. On lui prête d'être assez proche des milieux catholiques, etc. Donc, il n'est pas, à mon avis, c'est comme Fillon en 2017. Fillon en Ouais. 2017, il avait été, hors resco référence, il avait été très proche de François Fillon. Et il avait appelé à voter non à la Constitution européenne. Donc, ça, rien que ça explique l'affaire des costards dont il a souffert. C'est que l'oligarchie ne pouvait pas admettre que François Fillon, même si Fillon avait fait tout le, comment dirais-je, avait fait amende honorable, il avait dit que non, il était frappé, si vous voulez, du fait qu'il n'était pas considéré comme quelqu'un de fiable. Et oui, parce qu'il était un peu séguiniste, c'est un peu comme dans l'URSS, quoi. Si on avait été un peu trotskiste, on était liquidé sous Staline. Là, il était un peu séguiniste, alors c'était beaucoup trop dangereux. C'est exactement ça. Et alors, le dernier personnage dans cette tragédie-comédie funeste, dont j'espère, en fait, profondément, ça sera quand même peut-être le mot de la fin, j'espère que les Français, comme vous, vont démasquer tout ça. Le dernier personnage de ce théâtre on dirait je sais pas quoi, de Bertolt Brecht ou je sais pas quoi. Le dernier personnage, c'est Madame Le Pen, flanquée de Marcella, parce que dans le livre qu'il sort aujourd'hui, Sarkozy, il met un pavé dans la mare, enfin en tout cas c'est sorti dans la presse, d'une part en disant du bien de Madame Le Pen, en disant que finalement, elle connaît beaucoup mieux ses dossiers, ça fait rigoler, elle défend avec plus de fermeté ses opinions. Quand on voit le deuxième tour de 2022, il y a de quoi rigoler aussi. Et puis, qu'il dit qu'il n'a jamais été pour sa diabolisation. Il l'avait orchestré lui-même. D'ailleurs, en 2022, il avait appelé, comme en 2017, à voter pour Macron. En revanche, Sarkozy envoie des flèches contre Macron. Alors pourquoi ça? Pourquoi est-ce que Sarkozy fait ça? D'abord, je pense que c'est pour vendre son bouquin, pour faire du buzz, bon, parce qu'il a besoin d'argent. Deuxièmement aussi, c'est pour rassembler un petit peu les gens de LR et promouvoir Darmanin. Darmanin étant censé, étant ministre de l'Intérieur, être mieux à même d'assurer la sécurité et l'ordre public que Édouard Philippe, qui est le candidat de Macron. Et puis aussi parce que je pense que Sarkozy n'est pas bête, ou alors il a eu un coup de fil, ou alors il l'a intuité, il l'a deviné, c'est que je pense que Mme Le Pen pourrait être la Mélanie des Français. C'est-à-dire que je pense qu'actuellement, l'oligarchie, on l'a dit, elle joue d'abord Philippe, Édouard Philippe, éventuellement, bon, Bernard Cazeneuve, bon, mais ça me paraît mal parti, mais elle joue Édouard Philippe. Le problème, c'est qu'Édouard Philippe, elle voit que la mayonnaise ne prend pas, même s'il y a tous les sondages du monde qui paraît que tout le monde est béat d'admiration, rêve de voir Édouard Philippe nous imposer les 67 ans. Il y a quand même beaucoup de gens qui ne gobent pas le bobard. Donc, je pense que l'oligarchie peut très bien se dire, et avec le raisonnement que je tenais tout à l'heure, c'est que les Français, il va falloir à un moment leur donner des têtes à couper. Or, de ce point de vue-là, Mme Le Pen pourrait très bien être la candidate de l'oligarchie, comme l'a été Tsipras d'extrême gauche en Grèce en 2016, comme l'a été Madame Meloni à la fin de l'an dernier. Rappelez-vous, là, tous les médias disaient c'est horrible, horrible, c'est la successeur de Mussolini. Moi, j'étais allé voir son programme. Elle avait fait un programme avec Berlusconi et puis avec la Lega de Salvini. Et son programme, le programme de Madame, le premier paragraphe, c'était on reste dans l'euro, on reste dans l'Union européenne, on reste dans l'OTAN et on soutient l'Ukraine. C'était tout, c'était terminé. Elle cochait toutes les cases très vite. Et d'ailleurs, la suite l'a montré. Elle a été présentée comme, mais en fait pas du tout.
En fait, elle est allée au G7, comme tout le monde, elle a signé le G7, qui reprend toute la problématique de l'État profond américain, jusque et y compris la défense des droits des LGBT, de la woke culture, taper sur la Russie, taper sur la Chine, taper sur la Turquie, etc. Elle a tout repris, comme Madame Le Pen reprendrait absolument tout si elle était élue, puisqu'elle a coché toutes les cases. Et il y a même le jeune Bardella qui a fait ces déclarations extraordinaires où il soutient totalement l'Ukraine contre la Russie. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans une situation où Sarkozy, ayant par ailleurs dit, et ça c'est la seule chose que je trouve vraiment juste qu'il dit, il dit que sur la Russie on a tout faux, que l'Ukraine doit devenir un pays neutre, ni dans l'UE, ni dans l'OTAN, et que de toute façon il faut aboutir à une négociation et que l'Ukraine ne récupérera jamais la Crimée. Bon, il a raison. Je suis effaré, moi, de voir sur la scène politique française des gens comme le Julien Bayou, là, de EELV, qui se met aussitôt qui se scandalise. Bien entendu, les relais habituels des États-Unis, de l'État profond américain, que sont Libération ou Huffington Post, qui se mettent à agonir d'injures Sarkozy sur ce point-là. Mais Sarkozy a raison. Les gens qui disent que Sarkozy a tort ne connaissent rien à l'histoire ni de l'Ukraine, ni en particulier de l'histoire de la Crimée. La Crimée n'a jamais été ukrainienne que pendant un très bref laps de temps, à partir de 1954, par la volonté de Khrouchtchev. Ça n'a jamais appartenu aux Polono-Lituaniens qui peuplent le nord-ouest du pays. Je renvoie aux vidéos que j'ai faites sur le sujet. Alors là, Sarkozy dit quelque chose de bien. Vraiment, il faut que je souligne ce que vous avez dit tout de même. Pardonnez-moi, sur là, on a 10 000 personnes dans le clavardage en direct. Vous avez quand même lâché une énorme bombe là. J'aurais dû revenir dessus tout de suite. Enfin, vous avez gardé le meilleur pour la fin. On a l'impression de voir une sorte de keynote d'Apple là où vous avez mis votre petit one more thing. Parce que bon, certes, ok, ce que vous avez analysé sur l'Ukraine, et c'est vrai que Sarkozy a pris des positions complètement inattendues. On aurait pu faire une vidéo entière là-dessus. Je suis tout à fait d'accord. Mais tout de même, vous venez de dire qu'une bacchanale politique avec Marine Le Pen élue, alors qu'elle est le grand repoussoir de la politique, c'est elle qui permet l'élection de Macron, etc. C'est elle qui a atomisé le PS. Enfin, je veux dire, bon, à part, on a eu le petit épisode Hollande pour rigoler, mais c'est le Front National qui a atomisé le PS, alors il est monté grâce au PS. C'est tout le paradoxe. Enfin, c'est Mitterrand qui l'a fait monter pour prendre des voix à la droite. Et là, vous êtes quand même en train de nous dire qu'il y a un futur possible où on a cette grande bacchanale politique, cet exutoire. Oui, exactement. Comme l'affaire italienne. C'est-à-dire on est dirigé, l'oligarchie n'est pas bête. Mais permettez-moi juste de reprendre la parole là-dessus, parce que pour vous, c'est évident, mais ce n'est pas du tout évident dans le système de la 5e. Pardon, mais je veux dire, Mélanie, ok, on est dans un système parlementaire où elle peut arriver 6 mois et elle gicle, ça s'est vu. Tsipras, pareil. Alors Tsipras, il est resté plus longtemps. Mais la 5e République, c'est quand même une constitution unique en Europe, ça n'existe nulle part ailleurs, et où, une fois que le président ou la présidente est élu, c'est pour 5 bonnes années fermes avec l'immunité totale, comme vous l'aviez rappelé, et puis tous les pouvoirs. Enfin, le président de la République, il nomme le garde des Sceaux, il fait ce qu'il veut. Donc, alors je sais que, bien sûr, l'Europe va bien sûr, tout ça, on est d'accord, l'Europe peut l'étrangler comme elle le souhaite, et ce sera le cas. Mais tout de même, donner à Marine Le Pen les pleins pouvoirs de la 5e par rapport à Mélanie, c'est pas du tout la même limonade, si vous me permettez. Alors, je ne suis pas d'accord avec vous parce que, d'abord, je ne dis pas que c'est ce qui va se produire. Non, mais c'est super intéressant, en tout cas. J'ai même dit que le candidat préféré de l'oligarchie, c'est Édouard Philippe. Ouais. Voilà. Mais je me place dans l'hypothèse où, à l'évidence, Édouard Philippe, ça ne marche pas, où la situation ne fait que s'aggraver, notamment avec l'Ukraine, puisque, en fait, l'Ukraine est en train d'être battue. Oui. Faut bien le comprendre. Là, aujourd'hui même, les services de renseignement américains ont diffusé l'information comme quoi la contre-offensive ukrainienne, c'était pourri, ça marchait pas, et qu'ils n'arriveraient même pas à récupérer la ville de Melitopol. Je l'ai vu aujourd'hui. Bon. Donc, il y a tout un narratif qui est en train de s'effondrer du côté de la Russie. Les prises de position de la France s'effondrent partout, en Afrique, en Russie, en Chine, etc. Macron est complètement débordé par les événements. La gauche s'effondre aussi. Et je pense que dans cette situation,
Les oligarques préféreront bien sûr avoir Madame Le Pen que je ne sais pas qui, qu'un Mélenchon. Bien pire, moi, je suis ce qui ne doit pas arriver. C'est pour ça que je suis complètement caché, absolument caché. Mais Madame Le Pen, Madame Marine Le Le Pen, Pen, elle coche toutes les bonnes cases, Madame Le Pen. Elle est pour l'UE, elle est pour l'euro, elle est pour l'OTAN. Bardella, il est pour l'Ukraine contre la Russie. Bardella, il est plus atlantiste que Sarkozy. Sarkozy a fait des déclarations pour dire qu'il fallait que l'Ukraine devienne neutre et que de toute façon la Crimée serait définitivement attribuée à la Russie comme depuis 1780. Et il a raison, à mon avis, de le dire. Là, sur ce coup, il a raison. Vous avez tous les relais atlantistes qui se mettent à hurler. Madame Le Pen, elle ne dit pas un mot. Et Bardella, qui est quand même son fidèle adjoint, qui, à mon avis, n'a pas pu faire ses déclarations sans son accord, Bardella a donné toutes les raisons du monde à Washington de se dire, mais finalement, elle n'est pas si mal. Si Mme Le Pen était élue, il faut vraiment se sortir de l'idée qu'elle aurait tous les pouvoirs. D'abord, ça se passe dans quel cas? Imaginons, on pourrait très bien voir, par exemple, Édouard Philippe qui se présente, et puis Darmanin contre lui. On ne voit pas. Et qui lui fasse, je ne sais pas, et que finalement il se neutralise. Imaginons un deuxième tour où ça se terminerait avec Madame Le Pen contre Manuel Bompard, par exemple. Ce serait rigolo. Bon, ce serait rigolo. Mais Madame Le Pen est élue facilement. Voilà. Ou même, d'ailleurs, Madame Le Pen contre je ne sais pas, mais contre Bernard Cazeneuve. Je ne sais pas. Parce que le problème auquel on est confronté, c'est le narratif médiatique. Et si, comme d'ailleurs, regardez ce que dit Sarkozy dans son livre. Il dit oui, elle a beaucoup évolué, maintenant elle connaît ses dossiers, j'ai jamais été d'accord avec la diabolisation, etc. Ce qui prouve d'ailleurs au passage qu'il y avait diabolisation. D'ailleurs, regardez aussi ce truc incroyable. Macron a dit que l'initiative politique là, qu'il va lancer, la grande initiative politique, ça sera de l'arc républicain. Donc Macron reprend ce que j'appelle un bobard, qui est que le Rassemblement national ne serait pas dans l'arc républicain. Pourquoi c'est un bobard? Parce que moi, j'aimerais savoir, honnêtement, moi je mets les pieds dans le plat, qu'est-ce que le RN a encore d'extrême droite? Le discours du RN, c'est celui du RPR de 1978. C'est le discours. Regardez les partis conservateurs dans la plupart des pays du monde, c'est Madame Le Pen, qu'est-ce qu'ils disent de si extraordinaire? Ils sont pour. Elle est pour l'avortement, elle est pour la peine de mort, elle est pour l'abolition de la peine de mort, elle ne le remet pas en cause, elle est pour l'Europe, elle est pour l'euro, elle est pour l'OTAN, elle est pour l'Ukraine contre la Russie, elle est pour le G5. Qu'est-ce qu'il y a? On voit vraiment le déplacement de la fenêtre d'Overton qui est un sujet. Et le plus extraordinaire, c'est que à l'Assemblée nationale, les députés Macron ont justement ont fait élire des députés lepénistes à des postes de responsabilité quand même. Ils en ont eu. Ils n'ont pas eu la commission des finances, ce qui d'ailleurs Sarkozy le regrette dans son livre, parce qu'il dit que c'est contraire au principe que c'est le principal groupe d'opposition qui a la commission des finances et Sarkozy a raison de dire que c'est le premier groupe d'opposition, enfin de pseudo-opposition. Vous savez que moi je considère que ça n'est pas une opposition. Je dis que c'est une opposition de complaisance, de façade, et dans la mesure où c'est une opposition de façade, eh bien on pourrait très bien envisager que l'oligarchie se dise bon, la situation est explosive en France, on va leur donner un sentiment de révolution. On va leur dire que voilà, ça, ils vont élire Madame Le Pen à l'Élysée. Alors là, si c'était le cas, vous auriez les journaux, ça serait l'apocalypse. Bon. Mais ensuite, vous auriez les mêmes journaux qui feraient en sorte que Madame Le Pen n'ait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Et puis surtout, il faut voir la personnalité de Madame Le Pen elle-même. Parce que elle aurait été élue sur un programme qui est le programme « Je reste dans l'Europe, je reste dans l'UE ». Donc elle ne pourrait pas ensuite déroger à son programme sans qu'il y ait une crise politique absolument majeure. Et les médias sont tout à fait disposés. C'est une raison d'ailleurs que je me permets de citer, parce qu'il y a des gens, depuis longtemps, qui me disent « Oui, monsieur Asselineau, vous avez raison, vos analyses sont parfaites, etc. Mais vous êtes trop franc. Il faut avancer masqué.
Il faudrait que vous disiez il faut rester dans l'Europe, et une fois que vous êtes au pouvoir, à ce moment-là, c'est pas comme ça que les choses se passent. Parce que moi, le programme que j'ai, qui consiste à rendre aux Français leur liberté. En fait, voilà, si vous voulez, le grand clivage, on l'a dit tout à l'heure, c'est les mondialistes contre ceux qui sont pour la sauvegarde des États. Un tel programme, la sortie de la France de l'Union européenne, c'est un programme vraiment révolutionnaire. C'est un bouleversement géopolitique énorme. Ça veut dire qu'on s'oppose à toute la pensée géopolitique de l'État profond américain. C'est ça le truc, plus les intérêts d'une oligarchie. Et donc, pour qu'un tel programme puisse être mis en œuvre, vous ne pouvez pas le sortir d'un chapeau au dernier moment. Ça doit être à l'issue d'une maturation, d'une réflexion et d'une décision de l'opinion publique. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais conclure. Ce qui me fascine dans tout le jeu politicien que montre en ce moment Sarkozy, qu'on voit là tous ces requins, c'est qu'il raisonne toujours comme si il n'y avait pas de discontinuité dans l'histoire. C'est-à-dire comme si tout allait toujours continuer de la même façon. Comme si pour être à l'élection, pour être élu président de la République, il allait falloir toujours cocher les cases UE, Euro, OTAN, etc., Young Leader, l'Ukraine, etc. Voilà. Il raisonne comme ça. Et il raisonne comme si c'était un invariant. Or, ce que je crois profondément, c'est que le monde occidental, de façon générale, est lancé dans une période qui va être de plus en plus chaotique. Chaotique, on le voit aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, même si... Vous vous rendez compte que Donald Trump a dit que même s'il était en prison, il serait condamné. On imagine, enfin, finalement, tout est possible. Imaginez, par exemple, une élection présidentielle où il y aurait des télés américaines qui viendraient voir le candidat des Républicains derrière les barreaux. Enfin, c'est un truc de dingue. On a l'impression que le monde occidental... Ce qui s'est passé en Afrique du Sud, c'est-à-dire. Oui, on a l'impression que le monde occidental est lancé dans un truc complètement délirant et que il est gros, comme on dit, vous savez, d'une vache ou d'un animal qui est gros de quelque chose qui va accoucher. Il y a quelque chose, il y a des événements qui sont très importants qui vont arriver. Et d'ailleurs, les détonateurs pourraient être quoi? La crise financière majeure qui rôde, en fait. Il y a une crise financière énorme qui rôde. Et puis, la défaite de l'OTAN en Ukraine. Parce qu'il va y avoir un moment à partir duquel, ça ne va pas durer comme ça jusqu'à la fin des temps. Donc, il va y avoir un moment où, semble-t-il, il n'y aura plus personne pour se battre en Ukraine. Et donc, si l'OTAN est battue en Ukraine, c'est tout le narratif des élites occidentales qui s'effondre. Si en plus vous avez une crise financière, voilà. Donc, ça pourrait rebattre complètement les données du problème. Je n'ai pas parlé, mais j'aurais dû le dire, mais il faut que je m'arrête parce qu'il y a des questions. Je n'ai pas parlé aussi des BRICS en plein essor, de la volonté de dédollarisation, du fait que l'Afrique prend son destin en main, en tout cas que la France commence à être chassée du Sahel. Donc tout ça, ce sont des événements inouïs, en fait, que l'on ne pouvait pas anticiper il y a encore 10 ans. C'est pour ça que je pense que il ne faut jamais voir l'avenir comme forcément une prolongation du passé. Il y a une partie qui est une prolongation du passé, mais il faut aussi, quand on veut faire un peu de futurologie, découvrir ce que les spécialistes appellent les événements, les faits porteurs d'avenir. Les faits porteurs d'avenir, c'est quoi? C'est que justement, le narratif occidental est arrivé à bout de course. Et rappelons que vous êtes d'ailleurs pour l'entrée de la France dans les BRICS. Et ça fait partie en tout cas de votre programme et de votre projet. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et on doit vraiment, bon, alors vous aviez gardé le meilleur pour la fin, parce que cette possibilité, à ma connaissance, vous êtes le premier dans le PIF, le paysage Internet français, à l'avoir évoqué, cet exutoire, cette bacchanale politique d'avoir allé open bar, on envoie Marine Le Pen pour purger tout ça, et puis en fait, ce sera en effet comme avec... Je vous interromps un instant. Ce que fait Mme Mélanie ne peut que pousser l'oligarchie à faire pareil. Parce que Mme Mélanie, c'était, paraît-il, Mussolini en jupon qui arrivait. Je rappelle que l'Humanité, c'était au mois de novembre 2022, il a consacré sa une, le journal L'Humanité, les fascistes aux portes du pouvoir à Rome. Mme Mélanie, elle donne absolument tout ce qu'il fallait, c'est-à-dire que les Italiens qui ont voté pour elle, ils découvrent quoi? Je l'ai dit, elle est pour le G7, elle est pour l'Ukraine, elle est pour l'UE, pour la rigueur.
en matière financière. Elle est même devenue une immigrationniste assumée. Elle reçoit plus d'immigrés que du temps de son prédécesseur, Mario Draghi. Enfin, c'est quand même incroyable. Hein. C'est quand même incroyable. Et donc, tout ça ne peut que conforter la stratégie qui consisterait à dire, bah, tiens, voilà, on va leur mettre Madame Le Pen, et comme ça, ils vont être contents, ça va les calmer. Et la conclusion, bien sûr, hein, c'est que moi, je ne cesse que de dire à mes compatriotes, je suis comme vous, essayez de comprendre ce qui se passe derrière. Essayez de comprendre que les opposants qu'on vous montre à la télé, même quand on vous dit qu'ils font très peur, ne sont pas les vrais opposants. Parce que Dans si le on les principe. montre à la télé, c'est qu'on leur donne les moyens d'accéder éventuellement un jour au pouvoir. Non, non, les vrais opposants, ceux qui disent la vérité, et je pense que je suis le leader de ceux-là, parce que ça fait 16 ans et demi que je le dis, ceux-là, on les cache. Et j'en suis arrivé maintenant à cette situation assez baroque, c'est que je suis l'homme le plus censuré des grands médias, je ne passe dans nulle part, et également désormais le plus regardé sur Internet. Ça devrait quand même poser problème. Je vois que Madame Natacha Polony, là, elle dit oui, il n'y a plus de journalistes, les journaux s'effondrent, etc. Mais oui, et alors? Non, heureusement, il y a des journalistes sur Internet et on fait ce travail-là maintenant. Bon, écoutez, vous avez vraiment fait quelque chose à la Hitchcock là, sur ce coup-là. Hein. Si vous aviez eu un accent nord-londonien, c'était le roi du suspense. Je ne m'attendais pas du tout à ce que vous développiez sur la possibilité qu'on ait une Mélanie Le Pen en Alors, France. je n'ai pas dit que ça sera forcément le cas. Non, Et non, c'est pour ça que on a dit. je Ouais. suis persuadé, et l'indice Sarkozy va dans ce sens, je suis persuadé qu'en très, très, très haut lieu, ça se passe en dehors de France, je suis persuadé que des gens ont cette hypothèse à l'esprit. On va suivre avec attention les 4 prochaines années, parce que c'est vrai que 4 ans, c'est aussi bien court que long. En tout cas, c'est long pour l'endurance macronienne, ça c'est certain, mais c'est court pour la planification des oligarques. Et écoutez, gardons bien cette émission pour pouvoir juste l'envisager. C'est simplement une possibilité, vous n'êtes pas là pour prédire l'avenir, mais c'est une possibilité qui nous intéresse et qui nous fascine particulièrement. Alors en effet, Sachant que l'avenir, bien entendu, je ne suis pas un agent recruteur pour Madame Le Pen, bien au contraire. Ce que je dis, c'est que d'une certaine façon, un épisode Le Pen au pouvoir serait, alors évidemment, il y aurait, d'abord, elle se heurterait à tous les lobbies de gauche, ça serait terrible. Hein. Donc la France serait très difficile à gouverner avec elle, parce qu'elle elle serait, même si elle était de bonne volonté. Mais c'est justement ça que veut l'oligarchie, c'est prouver, c'est comme Madame Mélanie, si vous voulez. C'est comme l'extrême gauche en Grèce. Hein. Tsipras, le passage de Tsipras au bout de 5 ans, les gens en Grèce n'avaient plus entendre parler d'extrême gauche. Et là, si Madame Le Pen arrivait au pouvoir et qu'elle faisait du Modioni, au bout d'1 an et demi, les Français ne voudraient plus entendre parler d'extrême droite. Ils se diraient, mais comment se fait-il? Elle nous a trompés, etc. Donc moi, c'est tout mon combat depuis 16 ans et demi, c'est de leur dire, vous avez, alors je sais que c'est pas si facile à admettre, mais la seule possibilité de s'en sortir, je suis désolé de le dire, il faut bien que je le dise, mais personne ne le dit, c'est de voter pour moi. C'est de voter pour quelqu'un qui, depuis 16 ans et demi, leur dit toujours, je crois, non seulement la vérité, mais ce qui se cache derrière les calculs des uns et des autres. Et la seule possibilité, c'est d'avoir un rassemblement au-dessus du clivage droite-gauche qui vise la clé de voûte de notre asservissement, c'est-à-dire l'Union européenne, l'euro et l'OTAN. C'est ça, en fait, le Frexit. Alors, il faut impérativement qu'on prenne les questions, on en a vraiment beaucoup. Alors, allons-y. Des félicitations. Hein. Vous avez Véronique Lelay qui nous dit vraiment merci beaucoup pour cette émission. Ravi. Enfin, là, c'est dithyrambique dans le clavardage, hein, pour faire plaisir à nos amis québécois qui défendent mieux que nous la langue française. Voulez-vous transmettre, alors une autre question, voulez-vous transmettre à notre cher monsieur Asselineau, que j'aimerais tellement qu'il rencontre monsieur Gilles Raveau, économiste. Écoutez, c'est quelqu'un qui a payé pour faire ce commentaire, alors je vous le souligne, c'est pas une question. Je ne connais pas Gilles Raveau moi-même, mais apparemment, on vous recommande d'échanger, de prendre langue avec lui. Alors, passons à des questions plus cash maintenant. On a directement, alors, Attal Bardella 2032. Voilà, bon, je vais vous demander de faire court là-dessus, mais on va attaquer là-dessus. Attal Bardella 2032, est-ce que c'est un scénario qui vous... Oui, parce que c'est pas impossible, ça, mais les gens qui envisagent ça, envisagent, c'est exactement ce que je disais, envisagent la poursuite de la situation actuelle. Et effectivement, si on poursuit dans le scénario actuel, donc Attal, il doit avoir 35 ans, donc en 2032, ça veut dire dans 9 ans, il aurait 44 ans. Oui, ça serait tout à fait envisageable. Bardella, il est un peu plus jeune, il a 28 ans, ça lui ferait du 37.
mais il se positionne là-dessus. Mais encore une fois, ce que j'ai vu au cours de mon expérience professionnelle et de la connaissance que j'ai de l'histoire, c'est que, vous savez, c'est ce que disent aussi les boursiers, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il ne faut pas croire qu'un processus va se poursuivre longtemps. Actuellement, je crois, depuis Chirac, la France a été dirigée par 3 présidents de la République qui, en fait, n'étaient pas choisis par les Français. Voilà. Oui, tout à fait. Ils ont été catapultés par une oligarchie internationale. Voilà. Normalement, d'ailleurs, après Sarkozy, c'était le tout prévu, c'était Strauss-Kahn. Strauss-Kahn, pour des raisons, je n'ai pas bien compris ce qui s'était passé, il y a différentes théories, mais pour des raisons X, Y ou Z, Strauss-Kahn a été écarté et l'oligarchie s'est rabattue sur une solution d'attente qui était ce pauvre Hollande. Bon, et en revanche, l'affaire Macron a été prévue de longue date. Donc, on est depuis, ça fait trois présidents, ça va faire quand même 20 ans, hein, depuis 2007, 2027, 20 ans de présidents qui ne sont pas là pour défendre les intérêts de la France. Et je pense que les Français vont commencer à se rendre compte des résultats. Les résultats, c'est que la France est en train d'être détruite et qu'on est en train de perdre pied partout. Donc, est-ce que les Français vont continuer en se disant « Ah bah tiens, il faut que je donne ça ». J'ai vu des gens, vous savez, je vais en France, je rencontre pas mal de Français, il y a des gens qui m'ont dit « Ah, vous êtes vraiment formidable, etc. etc. Ah, qu'est-ce que je regrette ?» Je dis « Mais vous regrettez quoi ?» Il dit bah, « En 2017, j'avais voté Macron. » Un monsieur qui me dit, un monsieur retraité, bon... Et j'ai dit bon, bah alors, ça peut arriver à tout le monde, mais finalement, pourquoi vous avez voté Macron? Et il m'a dit, je sais pas, on entendait beaucoup parler de lui à la radio, à la télé, et je me suis dit, il faut lui donner sa chance. Alors là, c'est très important ce que je dis, hein. C'est que si en 2027 ou en 2032, il y a encore des Français qui se disent faut que je donne ma chance, faut que je donne sa chance à Bardella, faut que je donne sa chance à Attal, ça veut dire qu'ils n'auront rien compris. Non, la personne à qui les Français doivent maintenant donner sa chance, c'est moi. C'est quelqu'un depuis 16 ans et demi qui suis blacklisté par tous les médias, et d'autant plus blacklisté que tout ce que je dis depuis 16 ans permet d'avoir une vision absolument limpide de tous les événements qui se produisent, et même mieux, de prévoir l'avenir. C'est-à-dire que les gens, d'ailleurs, je voudrais dire aussi à ça, excusez-moi, c'est super important. Je sais que je suis bavard, mais ça, c'est très, très important. Sarkozy, vous avez vu ce qui vient de lui arriver. Il vient de dire ce que je dis moi-même depuis 1 an et demi, que sur la Russie, il faut arrêter cette histoire. La Russie est un immense pays, est un très grand pays. Là, c'est une guerre de l'OTAN qui a été décidée contre la Russie. Il faut souligner que c'est fou que Sarkozy ait dit ça. C'est complètement. Quand même. Et qu'est-ce qui se passe? Vous avez aussitôt le Huffington Post, Libération, dont j'ai dit tout à l'heure que c'était parmi les grands relais de l'État profond américain, mais aussi toute la presse qui se met à agonir Sarkozy, avec d'ailleurs des amabilités du style Julien Bayou, qui dit oui, il a été payé pour ça. Alors on voit sur Internet, il a reçu 300 000 euros par-ci, 3 millions d'euros par là. Ce qui est, semble-t-il, vrai. Ce que je voudrais dire au passage, c'est qu'on peut penser la même chose que Sarkozy sans avoir reçu des valises de Poutine. Parce que je sais que moi, on m'accuse d'avoir reçu des valises de Poutine, de Xi Jinping, d'Erdogan, de je ne sais pas qui encore. Non, j'en ai des valoches. Hein. Bon, je n'ai évidemment jamais rien reçu de tout ça, mais il y a beaucoup de Français qui, sur ce coup-là, pensent comme Sarkozy sans avoir reçu des valises de Poutine. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que lui, il n'était plus autant pour ça. Ce qui est à l'œuvre, c'est le dénigrement de la personne, parce qu'il a franchi quelque chose qu'il n'a pas le droit de franchir. Et ça m'a fait penser à quoi? Ça m'a fait penser à, comment s'appelle-t-il? Barnier. Barnier, rappelez-vous, il était candidat à la primaire en 2022, et Barnier, qui est un homme qui a de l'expérience, il a été ministre des Affaires européennes, ministre des Affaires étrangères, commissaire européen et commissaire chargé du Brexit. Et moi, je le connais personnellement, Barnier, enfin un petit peu. Bon. Barnier, au moment de la primaire, rappelez-vous ce qu'il a fait, il a fait comme Sarkozy aujourd'hui. Lui, c'était pas sur la Russie, lui, c'était sur l'immigration. Et il a dit que pour régler l'immigration, il n'y avait pas d'autre moyen que de sortir de plusieurs articles des traités européens. Oui, c'est profanation. Il a été aussitôt
traiter comme les médias traitent aujourd'hui Sarkozy en disant qu'est-ce qu'elle mouche l'a piqué, c'est incroyable, c'est scandaleux, etc. Et il a été démoli et flingué, d'ailleurs écarté de la primaire. Ça me fait penser encore à un troisième personnage, François Fillon, qui est auditionné à l'Assemblée nationale et sur notamment les ingérences étrangères, sous-entendu, alors est-ce que Moscou et c'est ça. Et François Fillon, ancien Premier ministre, rappelez-vous, c'est un morceau d'extraordinaire de la télévision, enfin d'Internet, François Fillon qui dit, mais évidemment maintenant il est retraité, il a quitté la politique, et qui dit, écoutez, du temps où j'étais aux affaires, les principales ingérences étrangères que j'ai vues, c'était celle des États-Unis d'Amérique qui écoutaient toutes mes conversations avec le président de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des personnes qui sont en fin de carrière, Sarkozy, Barnier, Fillon, mais on pourrait en ajouter d'autres, Dominique de Villepin par exemple, qui a raconté comment il s'était frité avec le secrétaire d'État américain Colin Powell, ils avaient failli en venir aux mains. C'est ça, ouais. Bon. Et tous ces gens-là, ils passent à table quand ils ont franchi les 70 ou 75 ans. Parce qu'on a l'impression que c'est un peu comme Mitterrand, qui avant de mourir, les fameuses confidences dans son livre Le Dernier Mitterrand. En guerre avec les États-Unis. Ouais. Voilà, on est en guerre avec les États-Unis. Ça veut donc dire que toutes ces personnes qui ont été aux plus hautes responsabilités, au fond, quand arrive l'âge et la perspective de mourir, on a l'impression qu'ils veulent se régler leur conscience en disant enfin la vérité, au risque d'ailleurs de se faire complètement blacklister, ce qui leur arrive d'ailleurs, comme le livre de Mitterrand, Le Dernier Mitterrand, qui a été complètement passé sous silence. Et ils disent quoi? Ils disent ce que je dis moi. C'est-à-dire que moi, j'ai pas 75 ans. C'est-à-dire moi, j'ai le courage de le dire pendant que je suis encore vivant, en pleine forme et en mesure d'exercer les responsabilités. Et ça témoigne en fait que toutes ces personnalités qui ont été au plus haut sommet du pouvoir en France regrettent au bout du compte leur lâcheté de ne pas avoir dit ce qui se passait. Donc vous pensez que dans le cas de Sarkozy, il n'y a pas de calcul en particulier? Parce que là, vous aviez cité Mitterrand, on aurait pu citer Andreotti aussi en Italie, qui a fait exactement la même chose, qui est passé à confesse. Mais lui, il était vraiment catholique, il était à la démocratie chrétienne pour de vrai. Donc il a décidé de tout balancer. Il a pris 28 ans de prison en première instance à cause de cela, même si ensuite il a pu y échapper. Mais vous ne pensez donc pas qu'il y ait un calcul politique derrière cette prise de position de Sarkozy sur la Russie? Si, je l'ai dit tout à l'heure, sur la Russie. Oui, sur la Russie, pas sur Darmanin. Oui, pas sur Darmanin. Non, Darmanin, il y a un calcul politique. Sur la Russie, c'est quoi l'intérêt de Sarkozy de dire bon, peut-être de faire vendre son bouquin. Je ne vois pas non plus. Mais ça veut dire aussi, écoutez, Sarkozy, c'est quand même quelqu'un, sauf erreur de ma part, il va avoir 70 ans l'an prochain. Donc c'est quelqu'un, bon, a priori, il a tellement de condamnations, enfin, il ne sera plus jamais président de la République. Bon. Et donc, il est quand même en fin de carrière. Donc, il veut favoriser des proches. Mais je pense aussi que là, il dit quelque chose qu'il a quand même sur le cœur. Et là, je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent c'est parce qu'il est payé par... Ça, c'est une explication. Oui, non, Sarkozy n'a pas besoin d'argent en particulier. La même chose tous les autres, ils sont payés par qui? Tous ceux qui encensent l'Ukraine, etc. Non, je pense que Sarkozy, il est, alors peut-être par ses origines familiales aussi, n'oublions pas que son père était hongrois, que sa mère venait de Thessalonique, donc il a des parents qui sont originaires, l'un de Hongrie, l'autre de l'ancien Empire ottoman, donc qui connaissent mieux l'Europe orientale et le monde russe et orthodoxe. Moi, ce qui me fascine enfin, ça me fascine normal dans les dirigeants français actuels, c'est qu'en fait, ils sont d'une nullité en matière d'histoire, de géographie, de connaissance des cultures, connaissance des religions, qui est absolument phénoménale. Mais quiconque connaît bien l'Europe de l'Est, connaît bien le monde orthodoxe et le monde russe, et connaît bien la géopolitique mondiale avec le jeu de l'OTAN et avec les spéculations à la Zbigniew-Brzezinski sur le grand échiquier, c'est très bien que Sarkozy a raison. Jamais, jamais, jamais la Russie ne donnera la Crimée à l'Ukraine, que l'Ukraine n'a aucun droit ni titre d'ailleurs à avoir, puisque en fait c'était la Russie l'avait conquise sur l'Empire ottoman
plus exactement sur des principes. Le canot de Crimée. Bah, on a vraiment beaucoup de questions, donc pardonnez-moi, parce que c'est vrai que l'Ukraine, c'est un sujet. Non, mais je sais que je suis pas là, mais j'essaie de répondre aussi de façon. Vous faites bien. Je suis obligé de faire ça, parce que là, sinon, on aura beaucoup de questions qui seront déçues. Alors, une, par exemple, très rapide, qu'à mon avis, vous pourrez la balayer d'un revers de la main, mais Christine Lagarde, candidate présidentielle, oui ou non, après tout, on l'a mis au frigo. Vous aviez parlé de Dominique Strauss-Kahn, alors j'en profite pour rappeler qu'il est la position éditoriale de cette chaîne de dire que justement, Dominique Strauss-Kahn a été écarté parce qu'il était beaucoup trop favorable à la monnaie des BRICS. On voit beaucoup de ses discours et de ses mémorandas qui démontrent qu'il était extrêmement favorable à l'idée d'une monnaie des BRICS et d'un nouvel ordre monétaire mondial. Et la position éditoriale de cette chaîne, en tout cas, c'est que c'est la raison principale de son assassinat politique. Mais vous, concernant Christine Lagarde, qui est au frigo pour l'instant, est-ce que vous pensez qu'elle pourrait être sortie du congélateur? J'y ai cru, j'y avais cru. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que peut-être, je ne sais pas. Il y aurait un narratif. Le narratif, c'est une femme à l'Élysée. Ça peut très bien être Marine Le Pen, vous venez de le dire. Ça peut très bien être oui, ça pourrait être. Il ne faut pas l'exclure. Hein. Il ne faut pas l'exclure parce qu'elle est restée un peu en dehors des problèmes franco-français. Elle a un pédigré qui est quand même assez extraordinaire. Personnellement, je n'en ai aucune preuve, donc je le dis bien pour éviter un procès en diffamation, mais disons que je pense qu'il y a une forte probabilité pour qu'elle ait la double nationalité américaine, française et américaine, parce qu'elle a quand même été pendant 20-30 ans, et elle a été au sommet d'un cabinet d'avocats qui s'appelle Baker McKenzie. Je sais que dans les services de renseignement français, ils ont un blanc sur un passage de sa vie. Donc je pense que c'est quand même quelqu'un qui... Parce qu'il y a beaucoup de double nationalité maintenant chez les dirigeants européens. Et donc je pense qu'elle aurait des choses à faire valoir. Et puis bon, c'est une femme qui présente bien. Elle peut éblouir le public français parce qu'elle parle un américain parfait, évidemment. Elle a vécu 30 ans aux États-Unis et je pense qu'elle est américaine. Donc je pense qu'effectivement, elle pourrait avoir sa chance. Sauf que elle est quand même tout à fait en dehors des circuits politiques. Et puis je crois qu'elle doit avoir 67 ans, je crois. Mais puis bon, ce n'est pas du tout un animal politique, en effet. Voilà. Donc, c'est peut-être son handicap. C'est certainement son handicap. Ouais, c'est 67 ans qu'elle en fait. Elle est née le 1er janvier 1956. Voilà, 67, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ok, mais c'est très bien pour cette réponse courte. Oui, alors on a des questions un peu plus pessimistes. La France peut-elle encore s'en sortir? Si oui, comment? Alors c'est vrai, si vous nous parlez du Frexit, du retour au franc rapidement, je sais que ça va être compliqué de nous en parler rapidement. Mais bon, la France avec son espace maritime gigantesque, d'autres pays, vous aviez évoqué Moscou, qui sont des tellurocraties. Si la France revenait au franc et répudiait sa dette, parce que bon, la dette est inique, les prêts indexés sur l'inflation sont iniques, sont même criminels. La perte d'Alstom, Gemalto, j'en passe, c'est des meilleurs, Latécoère, enfin, je n'ai même plus toute la liste de tout ce qu'on a bradé. Mais donc là, oui, rapidement, la France, alors vraiment, c'est une question pessimiste, quoi. La France peut-elle encore s'en sortir et si oui, comment? Alors, j'en profite pour dire que je vais faire un cycle de réunions publiques. Je fais 2 réunions publiques dans le sud de la France. C'est aller sur le site internet de l'UPR ou bien sur mon compte Twitter. Hein, donc vous verrez. Et je le dis d'autant plus que dans l'une des deux, je fais une réunion publique, c'est comment sauver la France. Je dirais que le point fondamental, il n'est pas de partir de tout ce qui a été dit, mais qui malheureusement est dit. C'est vrai que la situation est grave. Le point fondamental, c'est la réaction du peuple français. Oui. C'est-à-dire que si les Français, dans leur profondeur, ne se disent pas qu'il faut absolument sauver leur pays, et donc prendre le mort aux dents et dire maintenant on va tout arrêter, parce qu'il y a une politique qu'on n'a jamais essayée, c'est celle qui est proposée par Asselineau, c'est-à-dire on sort de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, on fait vraiment on repart à zéro. C'est vraiment quelque chose qui est c'est la France libre. C'est en rupture totale avec tout l'appareil politique. Si les Français sont là en train de dire oui, mais non, mais si, mais qu'est-ce qui va se passer, gna, 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 là, je crains malheureusement qu'on continue à dégringoler. C'est un peu comme si,
en 40, en juin 40, quelqu'un avait dit ah oui, mais De Gaulle il veut faire la résistance, oui, mais comment on va faire? Et puis alors si la Wehrmacht repart et s'ils font sauter les ponts, ça va coûter de l'argent. Et puis après ça, ils dépensent de l'argent quand même, ça fait tourner le commerce. Donc qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Si on part battu, c'est terminé. Voilà. Et ça, je pense que c'est vraiment, c'est peut-être le plus grave en fait. Hein. Regardez, vous avez des petits peuples en nombre de population, Cuba, le Vietnam, qui sont des peuples qui alors ils avaient des aides extérieures, mais qui ont tenu tête et qui ont gagné face aux États-Unis. En tout cas, Cuba, il est toujours fait victime d'ailleurs d'un blocus, mais Cuba a une référence en matière médicale dans toute l'Amérique latine. Bon, je ne suis pas là le chantre du régime de Cuba, mais ce que je veux dire, c'est que vous avez des pays, c'est d'abord, comme le disait De Gaulle, redressez-vous. C'est-à-dire, il faut arrêter de voir toutes les raisons qu'il y aurait à être pessimiste et de se dire, on va prendre les choses de façon rationnelle et on ne pourra pas s'en sortir tant qu'on n'a pas repris les manettes. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire que si je vote pour Pierre-Paul ou Jacques, qui dit qu'il va changer l'Europe, etc., alors qu'en fait, on sait qu'il ne changera rien du tout, puisqu'il faut les 27 accords unanimes sur le moindre point virgule modifié. Donc, si je vote Le Pen en croyant que je vote Zemmour parce que Zemmour me dit des choses qui me font plaisir, ou Madame Le Pen me dit des choses qui me font plaisir, ou Mélenchon me dit des choses qui me font plaisir, donc je vote pour lui. Mais si les Français ne regardent pas le coup d'après en se disant il va faire comment pour appliquer son truc, et là, c'est vrai qu'on risque d'être battu. Il y a une grande différence entre moi et les prétendus opposants. Les prétendus opposants, ils disent aux gens ce que les gens veulent entendre. On est d'accord pour bien clarifier moi, je dis aux gens ce que les gens veulent entendre. Je voulais clarifier et surligner. On est d'accord pour bien clarifier que vous revendiquez pour l'instant le monopole du Frexit. Je parle de votre position personnelle. Non, il y en a. Vous savez, c'est comme toutes les grandes et bonnes idées. Il y a eu ensuite des mouvements. Il y en a, ça pousse comme les champignons après la pluie. J'en ai recensé quand même une trentaine de mouvements. Alors ça, c'est toute la problématique pour les élections européennes et les pardonnez-moi, j'entends présidentiel. J'entends au présidentiel. En 2017, j'étais le seul représentant pour le Frexit. En 2022, j'eusse été le seul représentant pour le Frexit si j'avais eu mes parrainages. Mais pour cela, il aurait fallu qu'un certain nombre de souverainistes ne me mettent pas des bâtons dans les roues. Ça fait partie de ce genre de choses qu'il vaut mieux garder pour des... C'est vrai que pas la peine de rentrer dans des polémiques. Enfin, en tout cas, c'est pas le sujet de cette vidéo, mais c'était intéressant d'avoir ce point de vue-là. Au passage, vous avez cité Charles de Gaulle. Alors, on a justement une question sur le sujet c'est revenu à la mode parce que il y a des archives de l'INA qui ressortent et puis on a beaucoup de voilà. Et peut-être que vous avez déjà vu passer cette vidéo. Alors, dans les 30 Glorieuses, vraiment quand la France était au centre de l'échiquier géopolitique mondial, Charles de Gaulle avait évoqué rien moins. Oui, alors il avait dit comment voulez-vous qu'à 67 ans je me lance dans une carrière de dictateur. À 67 ans, il s'était lancé dans une carrière de philosophe économique et il avait vraiment déclaré vouloir créer une troisième voie entre le capitalisme et le marxisme en favorisant l'actionnariat salarié. Et ça, c'est un sujet qui nous fascine de plus en plus, surtout dans cette période où les PME, etc., sont en plein massacre dû à la Macronie. Et puis, quand par ailleurs, on voit les grands groupes comme le groupe LVMH exploser en bourse avec l'argent gratuit de la BCE. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Ça, je ne connais pas votre programme sur le bout des doigts, je dois vous le confesser, mais l'actionnariat salarié... Je voulais renouer avec cette volonté de Gaulle, c'était là sur la participation. Vous savez que la participation des travailleurs aux fruits de l'expansion, en fait, c'était un mot un peu, une formule un petit peu euphémisée. Effectivement, de Gaulle, qui est conseillé par un certain nombre de personnes autour de lui, c'est-à-dire entre le capitalisme qui est efficace, du moins jusqu'à un certain point, mais qui est quand même très efficace économiquement, mais qui crée des inégalités terribles et de l'exploitation, et puis le socialisme qui n'est pas du tout efficace, qui essaie de remédier au truc, mais qui aboutit à un désastre économique, il y a peut-être une troisième voie. Et donc, ça allait bien dans sa vision géopolitique, puisqu'il pensait que la France pourrait être justement la troisième voie entre les États-Unis et l'Union soviétique. Et donc, son idée, c'était de favoriser l'actionnariat des salariés. C'est-à-dire que les salariés des entreprises ne soient plus seulement des salariés, mais soient aussi des détenteurs du capital. Donc des actionnaires obligatoires. On ne parle pas simplement d'une idée, c'était une loi.
Oui, alors il y a eu dans les années, dans la mouvance des années 60, tout le monde lui est tombé dessus. Parce que la droite pompidolienne, la droite, quoi, bon, Disons Bouygues, pour simplifier. y ont vu quelque chose d'un début de socialisation rampante de la société. Et donc, il faut comprendre que De Gaulle inquiétait beaucoup dans les années. Même à droite, oui, tout à fait. Et que Après, Pompidou à a fait partir de beaucoup de gens. 60, à partir de 63-64, quand il a vu que son projet d'Europe indépendante sous houlette française était battu en brèche par les Allemands qui préféraient être sous la domination américaine. Donc il y a eu le tournant de 1963-64. Il a reconnu la République populaire de Chine. Il a demandé le remboursement en 65 des dollars qu'il détenait en or. Et il a chassé les Américains de France avec les bases militaires en 66. Donc De Gaulle s'est mis à inquiéter de plus en plus ce qu'un Pierre Bourdieu appellerait la bourgeoisie, la droite rive droite. Ça, c'est dans les livres de Bourdieu, par exemple, vous avez ça. Donc, il n'était plus le candidat bienvenu. La droite traditionnelle a jeté son dévolu sur Pompidou. Et à gauche, il roulait en Porsche, alors c'était plus. il mettait les gens en porte-à-faux parce que le Parti communiste n'appréciait pas du tout l'idée que les salariés devinssent actionnaires. Eux, c'était le principe de l'actionnariat. C'est le capitalisme, oui, tout à fait. Donc, en fait, tout le monde lui est tombé dessus. Voilà, sur cette affaire. Mais je pense que c'est une idée tout à fait fructueuse. Alors qu'on en a vu un peu les vagues suites, notamment sous Pompidou, la participation, c'est devenu une espèce un petit peu de prime complémentaire comment dirais-je, de participation au résultat de l'entreprise. Mais ça n'a rien à voir avec la volonté vraiment c'était en fait l'idée de Gaulle, c'était quasiment les sociétés coopératives ouvrières de production, les SCOP, mais à l'échelle des entreprises. Alors, je pense que c'est une idée qui reste tout à fait prometteuse. C'était d'ailleurs dans mon programme présidentiel d'essayer de développer ça. Dans votre programme. Oui, absolument. Simplement, ce qu'il faut savoir, il y a une espèce de fatalité, c'est que parler de la participation, c'est un peu comme parler de la francophonie. Il y a énormément de gens, excuse-moi, je vais être un peu vulgaire, mais que ça emmerde. Voilà. Les gens, ils ferment les écoutilles, ça ne les intéresse pas. Bon, c'est comme ça, c'est dommage, parce que c'est vraiment des sujets qui sont tout à fait fondamentaux, la francophonie aussi, d'ailleurs. Donc, en tout cas, si vous étiez président de la République, vous auriez certainement eu un secrétaire d'État ou un sous-secrétaire d'État à la participation. Oui, parce que je pense que cette idée de De Gaulle est très moderne, en fait, surtout à notre époque. Parce qu'à notre époque, les jeunes générations, il y en a quand même énormément qui n'ont pas envie de travailler dans des grandes structures, et il y en a énormément qui n'ont pas envie de faire les carrières que faisaient les gens dans les années 50, où on entrait à 20 ans ou 18 ans dans une entreprise, 25 ans, ça dépendait du niveau de diplôme, ou même 15 ans, et on en sortait les pieds devant, on y passait toute sa vie. Cette espèce de truc-là, maintenant, les jeunes générations sont beaucoup plus attentives à l'intérêt du travail, et de ce point de vue, l'idée, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont envie de créer leur boîte, et je pense qu'il y a une idée quand même intéressante dans cette histoire de participation. En tout cas, je renvoie à mon programme. Bon, eh bien, très bien. On a fait le tour. Encore, merci de nous avoir en particulier donné cette exclue de sciences politiques, à savoir que vous considérez comme tout à fait plausible, on va vraiment utiliser le terme consacré en statistique et en probabilité, plausible, la possibilité ou le scénario d'une Marine Le Pen qui serait adoubée par l'oligarchie, puisque c'est bien de ça que l'on parle, avec, en plus, vous citez des précédents, puisque la politique, comme dirait Omar Sharif, est votre grande passion, et donc vous citez le précédent Mélanie, vous citez le précédent de Tsipras. C'est vrai que c'est pas complètement délirant comme possibilité. Donc je rappelle qu'après le tour d'horizon que vous avez... Je vous en prie. Oui, je ne voudrais pas quand même que les gens qui ont vu cette vidéo s'en arrêtent là. C'est vrai que je considère comme plausible qu'elle puisse être choisie comme la candidate de l'oligarchie. Si même ça n'est pas déjà... Je pense que c'est déjà dans l'esprit. Mais vous me permettrez quand même aussi de considérer comme plausible l'idée d'un bouleversement politique très important en France. Voilà. Oui. Parce que il y a aussi des moments dans l'histoire des peuples et des nations où d'un seul coup, l'histoire s'emballe. Et pas seulement en France d'ailleurs. On a vu par exemple des partis politiques partis de rien, d'un seul coup,
grandir complètement. Moi, quand je vois personnellement la façon dont l'évolution de mes analyses sont reçues par le public, je peux vous assurer, ça fait quand même 16 ans et demi que je fais ça, je peux vous assurer que c'est le jour et la nuit entre ce que c'était il y a encore 6 ans, hein, quand j'étais candidat en 2007, et maintenant. Maintenant, je suis sans arrêt abordé dans la rue et sans arrêt abordé par des gens. En fait, c'est vous qui avez raison. Continuez, monsieur, continuez à nous dire tout ça. Pourquoi ça? Parce qu'il y a eu, au cours des 2 ans qui viennent de s'écouler, ce que j'appelle l'effondrement des grands narratifs européistes. L'Europe, c'est la paix. Je peux vous assurer que, encore en 2017, à la présidentielle, même si des gens reconnaissaient que ce que je disais était juste, il y avait des gens qui disaient « Ouais, mais bon, allez, l'Europe, c'est la paix ». Non, les gens découvrent que l'Europe, c'est la guerre. J'avais fait une conférence tout à fait prémonitoire le 11 novembre 2018, donc il y a 5 ans. J'expliquais exactement ce qui se passe. C'est-à-dire que j'expliquais qu'en fait, on est en train de reconstituer le jeu des alliances automatiques qui nous a mené à la guerre de 14 avec l'Europe. Et donc, l'Europe, c'est la paix, ça s'est effondré. L'Europe, c'est la prospérité, c'est en train de s'effondrer, puisque toutes les classes moyennes voient leur niveau de vie s'effondrer. L'Europe, c'est les libertés. On n'en a pas parlé, mais de plus en plus de gens sont inquiets sur les libertés publiques, et à juste titre, avec la montée en puissance de la censure partout, y compris sur Internet, et puis peut-être un jour la reconnaissance faciale, le contrôle social à la chinoise, etc. Et puis aussi, l'Europe, c'est l'état de droit. Non. On voit par exemple que là, lorsque je vois M. Thierry Breton, commissaire européen, qui organise la production d'obus à l'intérieur de l'Union européenne pour envoyer en Ukraine, c'est incroyable, ça n'a aucun rapport, il n'y a aucun texte qui attribue ce pouvoir à la Commission européenne. Et je ne parle pas de tous les scandales de corruption incroyables qu'il y a au Parlement européen ou à la Commission européenne, notamment avec l'affaire de Pfizer. Et donc, ça, c'est quelque chose qui change les données du problème. Et je ne sais pas, hein, mais je suis vraiment assez confiant sur le fait que nous allons faire une percée. Je ne dis pas qu'on va faire aux européennes qu'on va faire 50%, bien sûr, mais je pense qu'aux européennes, on va faire une percée. Parce que c'est pas possible que je fasse des vidéos en plein mois d'août qui font 350 000 vues en 2 jours. C'est pas possible que je sois en permanence. J'ai fait des réunions publiques comme ça fin juillet à Bellerive-sur-Allier avec quand même 100 personnes dans la salle. C'est pas possible que l'on ait autant d'adhésions, de dons, et que ça ne se traduise pas à un moment ou à un autre par les urnes. Et c'est pour ça que je mène le combat que je mène dans les semaines, les mois qui viennent d'ailleurs, c'est que je veux dire aux Français, il faut absolument qu'ils aillent voter aux européennes et qu'ils votent en donnant à leur vote le pouvoir le plus grand qu'ils puissent avoir, c'est-à-dire en donnant à moi-même et à la formation que j'ai créée, l'accès au fait que les médias ne pourront plus faire comme si on n'existait pas, c'est-à-dire il nous faudrait avoir au moins 5-6% aux européennes, sinon davantage. Voilà ce que je pense. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut commencer à bouleverser la situation politique en France. Eh bien, François Asselineau, je pense que votre message est passé. Merci beaucoup d'être intervenu sur notre chaîne et de nous avoir partagé vos excellentes analyses. Vous revenez, bien sûr, à discrétion. Ce genre d'analyse, c'est vraiment très populaire. On vous attend à nouveau sur notre chaîne. François Asselineau, merci beaucoup. Merci à vous, Idriss Aberkane.